Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Camélia. Waouh, je pense que vraiment, chaque fois qu'on fait une interview, c'est vraiment très fort. Et j'étais très heureuse de recevoir une autre super-héroïne sur ce podcast. Camélia a un parcours de résilience incroyable. Je dirais comme nous toutes, je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment. Elle a eu un cancer du sein, une première mastectomie, mais comme elle le dit, moi j'ai eu un cancer du sein et j'ai eu 4 mastectomies. Elle a plusieurs cicatrices parce qu'elle a aussi fait une reconstruction, mais évidemment, rien n'est jamais simple. C'est un épisode aussi, comme d'autres, à écouter d'urgence, parce que Camélia est en rémission aujourd'hui, mais nous explique aussi qu'est-ce que c'est qu'avoir un cancer, quand l'opération a eu lieu, qu'est-ce que le quotidien et comment on retourne vers une vie à peu près plus normale, surtout quand rien ne se passe jamais comme prévu. Merci Camélia pour ta confiance, bravo pour ce parcours incroyable et je vous laisse en compagnie de Camélia et n'hésitez pas à aller la soutenir et lui écrire. À tout de suite et bonne écoute. Bonjour Camélia, bienvenue sur le podcast. Bonjour Audrey, merci de m'avoir laissé parler aujourd'hui de tout ça. Alors, on va parler de tout ça. Comme on dit toujours, tu sais qu'il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne. Toutes les femmes qui viennent ici sont des super-héroïnes. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux quand même nous dire du coup d'où tu viens et de quelle cicatrice on va parler aujourd'hui? Alors du coup, moi je suis donc Camélia, j'ai 36 ans et en fait, j'habite en Île-de-France et mes cicatrices sont en lien avec, le cancer du sein que j'ai eu à l'âge de 32 ans. Yes. Voilà, du coup, je vais vous parler, des cicatrices en lien avec, avec la maladie et avec la reconstruction qui en a suivi et du coup, moi, j'ai actuellement sur le corps 7 cicatrices Ah que ouais. j'ai eues en l'espace de 3 ans avec, toutes les chirurgies qui ont découlé de mon cancer du sein. Ouais. Bah, déjà, je voulais, ça me fait des frissons. Je voulais déjà te féliciter parce que franchement, tu as un parcours dingue. Moi, on se suit sur les réseaux et puis tu avais fait un live aussi de sensibilisation qui était super. Tu avais invité plusieurs femmes atteintes de cancer. J'avais trouvé ça génial. Génial parce qu'il faut en parler, parce qu'il faut montrer qu'il y a des parcours divers. Donc, moi, je voulais déjà redire ça parce que vraiment, tu es vraiment un modèle de résilience. Je suis toujours très touchée, tu sais, quand on commence le podcast, qu'on va parler de ces problèmes de chacun. Chaque fois, ça m'émeut pas mal. Et c'est très bien aussi de parler de la reconstruction parce que j'avais fait le portrait de Déborah et c'est un sujet que chacune vit de manière très intime, très personnelle. Il n'y a pas de règles. Et je trouve que c'est bien aussi de le dire, de dire ça. Alors, est-ce que donc tu nous disais que toutes tes cicatrices sont liées donc à ton cancer du sein. Mmh. Est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de, voilà, comment tu as découvert ton cancer et puis aller jusqu'aux opérations et ensuite, parler de la reconstruction qui, en fait, est une phase de chirurgie en soi, en plus, quoi? Ouais. Alors, moi j'ai découvert mon cancer du sein en février 2019. Donc j'avais 32 ans, je l'ai découvert, par hasard, parce que j'ai eu une gêne dans le sein. Mmh. J'ai palpé mon sein et j'ai trouvé une boule
Donc au début, je me suis dit que c'était peut-être hormonal, enfin voilà, comme toutes les jeunes femmes, souvent on se dit: «Bah voilà, les règles, machin et tout ça». Un Heu, ganglion, quelque chose. voilà, c'est Mmh. ça. En plus, je venais d'arrêter, un moyen de contraception parce que je voulais faire un deuxième enfant. Donc je me suis dit: «C'est peut-être en lien avec le cycle, avec, la reprise, machin». Donc voilà, j'étais plus dans cette optique-là et ensuite j'ai laissé passer quelques jours. J'ai fait une autre, autopalpation. Je me suis rendu compte que la boule était toujours là et Mmh. là, j'en ai parlé avec mon conjoint. Je lui ai dit: «Essaie de voir si tu sens» parce qu'en fait, on a l'impression que peut-être c'est faux, peut-être on est folle, peut-être on imagine un truc, peut du coup, il m'a confirmé qu'il sentait bien et là, on a pris les choses en main et je suis partie voir mon médecin généraliste et voilà, comme on dit souvent aux jeunes femmes, bah, on m'a dit, «Bah, vous êtes jeune pour un cancer du sang, c'est probablement un kyste, au vu de sa taille», parce que c'était quand même assez gros. «Il y a aucun antécédent dans votre famille, Ah oui, c'est ça que j'allais te machin». demander, c'était est-ce que toi, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que Non, je t'en quand prie. ça nous est pas arrivé, tu sais, on a du mal à se rendre compte. En fait, toi, la boule, tu l'as sortie du jour au lendemain, comme beaucoup Ouais. de femmes. Mmh. Et c'est ça que je vais te demander, il y a pas d'antécédent, c'est-à-dire que toi, tu as eu le réflexe de te palper et te dire: «Tiens, c'est bizarre», mais tu avais pas, voilà, tu avais pas eu, comment dire, des parcours, qui auraient pu t'alerter, je dirais, dans la seconde, quoi? Non, aucun. J'avais pas d'antécédents familiaux, j'avais personne de mon entourage et moi-même dans ma tête, cancer du sang, c'était, autour de 60 ans, max 50 ans, quoi. Ah Genre oui, vraiment, je me disais même pas dans ma tête que c'était possible qu'il y ait des jeunes femmes qui aient un cancer du sang. J'étais même pas sensibilisée à ça, en fait, à ce moment-là. Du d'accord. coup, je me disais: «C'est bizarre». Mmh, bien sûr, on y pense, mais je me dis: «Non, mais c'est pas possible. Est-ce que ça existe?» Machin, enfin, bon, voilà. Donc après, que le médecin m'a dit tout ça, moi, enfin, après, c'est aussi mon caractère, si tu veux. Je lui ai dit, «Bah, peu importe, tout ce que vous me dites, même si vous pensez qu'à 80 c'est un kyste, moi, je veux être sûre, Ah donc bah, je veux bien faire sûr. les examens». Ah, parce que lui, il pensait ne pas forcément te les prescrire? Bah, je sais pas. Je sais pas trop, Ouais, dans quel but il me disait tout ça. Je sais pas si c'était pour me rassurer ou parce que voilà, mais enfin, souvent pour les jeunes femmes, ils les prescrivent pas, donc c'est pour ça qu'on dit vraiment aux filles de pas hésiter à insister et à même changer de médecin et aller voir quelqu'un d'autre si on vous prescrit pas ce qu'il faut, quoi. Mais d'accord. oui, parce ils sont vraiment capables et ils le font, hein, ils le disent: «Vous êtes trop jeune, il y a pas d'antécédents, on va pas faire d'examen pour rien», Ah ouais, voilà. Donc moi, après, j'ai dit que je voulais faire les examens. Ils m'ont dit: «Oui, bien sûr, par acquis de conscience, on va le faire». Eh d'accord. ben, je dirais heureusement qu'on les a fait. Ouais. Mais parce que vraiment, on me prenait pas au sérieux. Le jour même, je suis partie, pour prendre un rendez-vous d'échographie. Ouais. Ils me disaient: «Non mais madame, enfin c'est bon, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine et tout». J'étais: «Bah non, pas du tout. Vous me trouvez un rendez-vous aujourd'hui, enfin tu vois, je me disais: «Il faut que je sache, Ah peu bah, bien importe, sûr. il faut savoir quoi» et ils m'ont trouvé un rendez-vous et même là, même, quand je suis arrivée, ils me disaient: «Oh bah vous êtes jeune, vous avez pas d'antécédents, ça doit être juste un kyste», voilà vraiment, je sentais qu'ils prenaient à la rigolade quoi. Sans que ça soit méchant, mais juste, avec légèreté quoi et au final, ils ont fait l'examen et puis il y a eu un silence qui s'est installé, la personne qui a froncé les sourcils, et qui disait plus Mmh. rien alors qu'elle était là: «Oh blablabla», bah, j'ai senti, là, je me suis dit: «Là, il se passe quelque chose» et puis en fait, après elle m'a dit: «Bah, on va programmer une mammo, en urgence demain, on va programmer lundi matin, première heure, une biopsie», Ah ouais, et là, donc je me suis ouais. dit: «Ça y est, quoi, il y a quelque chose qui se passe», Et mais quand personne elle ne te me disait rien. oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce Ouais, qu'à ce moment-là, elle te dit: «Ça peut être un cancer»? Alors en fait, tu non. sais, je m'interroge là-dessus, ça peut aider aussi d'autres femmes. Parce que Myriam qui a posé pour la lingerie, elle a une mastectomie partielle et elle a raconté justement toute cette phase de l'avant, des examens et en fait, pareil, ils lui ont jamais dit clairement, en fait et je me demande, est-ce que c'est eux qu'on tu vois, c'est une espèce de charte, est-ce que c'est eux qui ont pas le droit de le dire tant qu'il y a pas les résultats? Mais je trouve que ça vous comment tu l'as vécu, toi? Parce que toi, tu commences à comprendre qu'il y a un problème et ils te disent rien. Comment tu le vis à ce moment-là? Bah, en fait, si tu veux, je pense qu'ils ont pas le droit de dire tant que c'est pas que les résultats sont pas revenus. Ah ouais. Mmh. Bah, en fait, ils me disent rien et enfin, je vois que tout le monde est inquiet et dans ma tête, si tu veux, le fait qu'ils me le disent pas, je me dis: «Il y avait peut-être une petite chance qu'ils sont pas sûrs, que peut-être ça va pas être ça, que» mais je le vois bien, je fais ma mammo le lendemain et on me dit: «On vous confirme, qu'il y a une anomalie». Ouais. Et je dis: «Ah mais une anomalie?» enfin et après j'ai pas posé plus de questions aussi, tu vois? Parce que je me disais,
on va me dire un truc de fou. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose. Les gens, ils sont inquiets, ils se relaient. Je voyais que les rendez-vous étaient en urgence, mais je sentais que ça sentait pas bon, quoi, vraiment. Et ensuite, quand j'ai fait ma biopsie, ils m'ont dit, vous avez une boule qu'il va falloir enlever. Et j'ai dit: «Ah bon? Mais comment ça? Pourquoi?» J'avais même pas compris que je devais me faire opérer un jour, quoi, tu vois? J'étais là. Ils m'ont dit: «Oui, oui, vous savez, c'est pas très beau, va falloir enlever, machin», et c'est tout. Sans Puis jamais, après, sans jamais dire le mot cancer. ben, ils me le disent pas à ce moment-là, parce qu'en fait, ils attendent en fait, les résultats de biopsie, c'est ça qu'ils attendent en Ah général pour faire oui, d'accord. le rendez-vous d'annonce, tu Oui, vois? oui, parce qu'en fait, tous ces petits rendez-vous-là d'entre-deux, de Mmh. check, tu toujours pas les résultats de la biopsie. Ouais, mais ils le Ah savent. ouais. Tout le monde le sait, si tu veux, toute l'équipe médicale l'a vu. Ils le voient, tu vois, quand c'est vascularisé, machin, ils connaissent l'aspect, Ouais. mais ils le disent pas. Et après, moi, c'est mon médecin généraliste heu, qui m'a dit: «Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Est-ce que vous êtes prête à l'entendre?» Tu vois, je trouvais ça bien qu'elle me pose la question et qu'elle D'accord. n'annonce pas comme ça de but en blanc. Et moi, je lui ai dit: «Oui, je suis prête. Dites-le moi», tu vois? Et elle m'a dit: «Voilà, on n'a pas les résultats de biopsie, mais c'est très probablement, un cancer du sein». Et j'étais là: Bah, «OK». elle ouais, puis elle devait se sentir mal aussi parce qu'elle sachant qu'elle avait failli pas te prescrire les rendez-vous, bon. Mmh. Ouais, et après, je pense que voilà, et puis après, voilà, ça s'est tout enchaîné. Après les résultats de biopsie, bah, ils te confirment le cancer, le grade, tout ça. Et voilà, et donc là, j'apprends que j'ai un cancer du sein, stade 3. Ouais, quand Je même. je lui dis: «Mais on est sur un stade 3 sur 4 là, quand même». Ils me disent: «Bah oui, Mmh. il va y avoir la chimio, il va y avoir les opérations, il va y avoir, des gros traitements, c'est hormonal, il va y avoir beaucoup de traitements, machin». Et j'étais là: «Mais je comprends rien, en fait, je comprends rien à ce que vous me dites». Enfin, tu sais, tu es abasourdi, C'est ce que tu j'allais te sais pas. demander, ouais. C'est-à-dire que toi, tu avais un doute, mais quand elle te le dit, c'est quand même un peu, ça te tombe dessus ou ça te Ouais, soulage de savoir? bah, ça, je sais que ma vie sera plus jamais comme avant. Mmh. Tu vois? Je sais qu'il y aura un avant et un après, tout ça, quoi, tu vois? Mmh. Et même, tu vois, quand le médecin il me dit 80, tu vois, toute la semaine jusqu'à, le résultat de biopsie, je me disais: «Il reste quand même 20». Tu sais, genre, l'esprit humain veut tellement croire, tu vois? Ouais. «Mais il reste 20, peut-être que ça veut dire quelque chose». Mais j'étais là: «Mais non, en fait», enfin, Mmh. je savais que non. Et voilà. Et puis après, oui, enfin, voilà, enfin, le ciel te tombe sur la tête. Tu dis: «Mais en fait, je comprends pas, je suis une jeune maman, je voulais faire un deuxième enfant, je voulais avancer dans ma carrière, je voulais acheter, je voulais faire tout plein de choses, et peut-être plus rien de tout ça ne sera possible». Et enfin, franchement, je sais Oui, pas, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est quelque chose de, voilà, c'est un truc qui te, qui te percute. ouais, mais de plein fouet, quoi, qui te met à terre. Et tu te dis: «Bah, en fait, là, il va falloir savoir ce que tu veux faire, quoi». Parce Mmh. que face à un cancer, c'est l'issue, c'est, voilà, c'est la vie ou la mort, quoi. Donc maintenant, il faut savoir, comment tu vas t'armer, et dans quel état d'esprit tu vas aller, te faire soigner, quoi. Ouais, parce que toi, quand tu dis ça, c'est vrai que en fait, c'est que ça va te mettre dans une phase de soins dont tu connais pas la Mmh. durée et que donc tous tes projets sont mis en attente. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on comprenne, nous, qui Ouais, n'avons pas vécu ce parcours-là. C'est ça que tu veux expliquer? C'est qu'en fait, oui, tu es obligé de tout remettre à demain et tu sais pas quand est demain, finalement. c'est ça. Et est-ce qu'il y aura un demain? À ce moment-là, enfin, à ce moment-là, toi, il te parle de ça, du fait que potentiellement, tu peux décéder de ton cancer? Non, D'accord. non. Et Ils toi me En qui fait, ils peuvent pas te dire ça, parce qu'en fait, le but étant d'être combative et d'y aller avec toute l'énergie du monde, tu vois? mmh, Mais en fait, toi, dans ta tête, tu sais, enfin, tout le ouais. monde sait qu'un cancer peut être, voilà, peut aboutir à la mort. Tu sais que tu es jeune, que quand tu es jeune, bah, ça se développe vite, que moi, j'avais un cancer qui était agressif, qui avait un taux de prolifération qui était rapide. Il me disait: Mmh, «Votre tumeur, elle est pas là depuis très longtemps, mais elle se développe très vite». Enfin, tu sais tout ça, et tu te mmh. dis, «Bah, je peux pas, en fait. J'ai une petite fille qui vient d'avoir 2 ans, Et je peux non, mais pas». elle avait 2 ans ta fille, d'accord. Ouais, j'ai fait tout ça quasiment le jour de l'anniversaire de ma fille, ma tout ça. En Ouais. gros, je suis partie chez le médecin la veille de l'anniversaire de ma fille en me disant: «Il faut que je m'enlève ça de la tête
pour Ah oui. passer un bon anniversaire pour les 2 ans de ma fille. Et au final, bon, bah, ça s'est pas trop passé comme ça, mais voilà. Et en fait, je me dis: «Non, j'ai une petite fille, genre, il est hors de question qu'elle perde sa maman maintenant, il est hors de question, enfin, Mmh. j'ai trop de choses à lui apprendre», enfin, tu vois? Mmh. Et je me dis: «Je suis trop jeune», et en fait, tu passes d'une vie normale avec des, comment dire? Des préoccupations normales de jeune femme à des préoccupations, bah, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais, enfin voilà, comment je vais faire? Et qu'est-ce qu'on va me faire? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Enfin, tu vois, des trucs que tu te dis, bah, à 30 ans, tu es pas censé penser à tout ça, et voilà quoi, Mmh. ça te tombe dessus. Voilà. Et à ce moment-là, quand tu as l'annonce et quand, on te t'écrit tout le parcours que tu vas devoir suivre, est-ce Mmh qu'on mh. te propose justement une aide psychologique aussi pour en parler, sachant qu'en plus tu as un enfant? Heu, Mmh. non? Je vois ta tête. En fait, si tu veux, c'est compliqué. En fait, moi, j'étais prise un peu comme en urgence, Mmh mon mh. cas était un peu «grave» entre guillemets. Du coup, ça s'est fait très rapidement. Donc on D'accord. m'a pas proposé de comment dire? D'aide psychologique. Moi, je l'ai demandé parce qu'en fait, quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, au début, ils m'ont dit: «On va vous faire une tumérectomie». Du coup, moi, je m'accrochais à ça, mais enfin voilà, Ah pour oui, moi, ils te c'était font juste enlever la très, tumeur, c'est ça? voilà, et c'était Mmh. genre, «Waouh, OK, je vais avoir qu'une tumérectomie, c'est trop cool, c'est ça que je veux, machin». Sauf qu'en fait, très vite, ils ont commencé à dire: «Bah, on pense peut-être à la mastectomie totale, on sait pas, machin». Donc ils ont fait des réunions collégiales, gna 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 et tout, pour savoir est-ce qu'ils vont m'enlever tout le sein. Et au final, rapidement, ils se disent: «On enlève tout le sein», parce qu'il y avait des choses qui se développaient un peu plus loin, il y avait un ganglion qui avait été touché, enfin, Ah et ouais. du coup, ils se disent: «Urgence, on enlève tout le sein». Et en fait, en gros, ils ont pris la décision de leur côté. Ils m'ont appelé par téléphone pour me le dire. Ah. Et ils me disent: «OK, l'opération qui est prévue la semaine prochaine, elle est maintenue et on vous avise qu'on a décidé d'enlever tout le sein, par sécurité, machin». Donc déjà, tu te prends ça, moi, pour moi, c'était hyper compliqué. Et en gros, je leur dis: «Bah oui». Et en fait, quand tu vas pour ce genre d'opération, tu as un rendez-vous avec une infirmière Mmh mh. qui t'explique comment va se passer l'opération, qu'est-ce qui va se passer avec ton corps et tout ça. Sauf que moi, comme j'étais prise en urgence, ce rendez-vous-là, il était prévu la veille de mon opération. Ouais. Du Mmh. coup, ça n'avait aucun sens. Et donc moi, quand j'ai le chirurgien au téléphone et qu'il me dit: «On va vous enlever le sein», je savais même pas quelle allait être, l'opération, combien de temps elle allait durer, est-ce que j'allais avoir des drains, est-ce qu'il faut que j'achète des choses? J'avais même pas les ordonnances pour acheter des soutiens-gorge de contention, j'avais rien, je savais rien. Et voilà. Et donc en fait, ils me disent: «Oui, mais votre rendez-vous». Je dis: «Mais mon rendez-vous, je vais l'avoir jeudi après-midi, je me fais opérer vendredi matin. J'aurai ni le temps d'acheter, ni le temps de me préparer. J'ai besoin de savoir combien de temps va durer l'opération», enfin des trucs Bien sûr, basiques, quoi. bien Et sûr. donc il me dit deux trois trucs par téléphone et puis voilà. Et en fait, je passe une semaine dans déjà, j'ai pas envie, je veux pas qu'on m'enlève le sein, je suis trop jeune, je veux pas être, mutilée, je veux pas ceci, je veux pas cela. Mmh. Et à me dire comment je vais aller de mon plein gré, faire cette opération. Enfin, comment je vais aller préparer une valise, que je vais aller me Mmh. présenter: «Oui, bonjour», alors que tout mon corps, toutes les cellules de mon corps, tout mon esprit me dit: «N'y va pas, tu veux pas, tu as pas envie». Et puis Mmh. si tu veux, à ce moment-là, je me sens pas malade. On me Ah dit tout oui, ça, ah oui, on me bien dit tout sûr. ça, mais j'ai aucun symptôme, tu Ah vois? c'est ça, toi tu te sens super bien. Ouais, je me sens fatiguée si tu veux, mais comme fatiguée comme une jeune maman, fatiguée comme quelqu'un qui travaille un peu trop, enfin, tu vois? Mmh. Je me dis: «Mais est-ce que c'est mon cancer? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre ça? Est-ce qu'on me dit vraiment: "On va enlever ton sein"?» Enfin, je je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas. Oui, c'est ça, ça te paraît complètement irréel, quoi. C'est Mmh. complètement, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que comme tu as pas de symptômes, tu as presque l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. C'est Et je me dis: ouais, «Est-ce que c'est vraiment mes mammographies? Est-ce que c'est vraiment mon corps? Est-ce ouais, que...» c'est ça et parce qu'ils te montrent pas sur les images en te disant, Ils me c'est montrent, et cetera? mais pour moi, c'est des images, c'est des clichés, quoi. Ouais, Je me dis: «Ça se d'accord. trouve, ils se sont trompés, ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre», enfin, tu vois? Ouais, Ils ont pris les images de quelqu'un, ouais. ils ont mis mon nom, enfin, qu'est-ce que j'en sais finalement, tu vois? C'est hyper intéressant ce côté, tu sais, de dissociation un petit peu, de se Mmh mh. dire, «C'est là, mais je le sens pas et je le vois pas et je ne le ressens pas». Est-ce que ça a eu un tu vas nous raconter après par rapport à l'opération, mais est-ce que ça a eu un impact pour ta convalescence, ça? Bah, en fait, ouais, c'est un impact. Moi, je suis partie personnellement, pardon, je suis partie, voir une psychologue la semaine avant de me faire opérer. D'accord. Mais du coup, de Oui, mon fait, quoi, enfin, j'ai c'est trouvé ça, ouais. quelqu'un, et cetera et tout. Parce que je savais que j'avais besoin de cette aide-là et qu'à l'hôpital, comme tu disais, on me l'avait proposé.
mais délai d'attente, de plus de 2 mois, tu vois? Ah. Et moi, je leur disais: «Mais en fait, 2 mois, c'est super long, quoi». Et du coup, bah, en fait, si tu veux, le ce qui est compliqué avec l'entourage, c'est que eux pour eux, c'est plus facile d'intégrer que la personne est malade. Donc en fait, eux, ils me disaient: «Mais en fait, Camélia, tu pas le choix». Et je dis: «Ouais, mais en fait, à quel moment j'arrive dans ma vie où j'ai pas le choix d'enlever mon sein, en fait?» Et en fait, ils disent: «Oui, mais en fait, si tu l'enlèves pas, tu vas mourir. En fait, c'est une question de vie ou de mort». Et je dis: «Mais en fait, à quel moment dans ma vie je suis arrivée à un point où on me dit: "Tu choisis entre une partie de ton corps et ta vie", en fait?» Ouais. Genre, comment c'est possible? Tu vois? Ça n'a pas de sens. Je lui Oui, dis: «Mais c'est pas un choix, c'est un bon choix, en fait». C'est genre, tu pas le choix vraiment. Et je me disais: «Mais pourquoi?» Enfin, tu vois? Je comprenais pas, c'était vraiment, voilà, ça avait pas de sens. Donc après, forcément, pour vivre, bah, tu y vas. ouais. Tu y vas, tu te dis: «Bah, oui, bah, si je dois choisir entre ça ou la vie, bah, j'y vais». Mais j'y allais, mais oh là là, je te jure, j'étais dans un état, j'étais à côté de mes pompes et en même temps, j'étais accompagnée de mes accompagnants, mon mari, mes parents, enfin, du coup, je Ouais. pouvais pas me montrer, tu vois? C'est compliqué. Tu veux être fort pour eux, tu veux pas montrer, tu veux pas, tu es déjà en train de, enfin, moi, je culpabilisais beaucoup. Je me dis: «Je leur fais vivre, un truc de fou, j'ai ramené la mort dans notre famille», enfin, tu vois? J'ai amené la maladie, donc je culpabilisais énormément. Donc devant eux, j'essayais de faire comme si ça allait, quoi. Puis voilà, et donc après, bah, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Après, ce qui a été, assez sympa, c'est qu'à l'hôpital, j'étais avec des jeunes femmes, de à peu près mon âge, et du coup, ça m'a aidée de me dire que j'étais pas qu'avec des dames beaucoup plus âgées et que je me Des sentais patientes pas, comme toi, des ouais, bonnes patientes, ouais. ouais, et ça m'a vachement aidée. Je pense qu'ils ont fait exprès, tu vois? Parce que dans ma chambre, il y avait une jeune femme de 40 ans. Et après, j'ai rencontré d'autres filles, elles étaient toutes les 2 ensemble, elles avaient pareil que moi, une trentaine d'années et tout ça, et du coup, on a sympathisé, ça m'a fait du bien. Je me dis: «En fait, je suis pas seule». Et et si tu veux, à ce moment-là, j'ai rencontré une jeune femme, et qui a été vraiment déterminante dans mon parcours de soins, parce que c'est une fille qu'on s'est rencontrée, le lendemain de notre mastectomie, et on a eu la même chose, tu vois? La mastectomie totale, au même sein, par le même chirurgien, au même âge, on a le même métier, enfin tout, tu vois? Et c'était une rencontre qui m'a portée tout le long de mes traitements, parce qu'on a tout vécu ensemble, mais vraiment tous les jours, les mêmes jours de chimio, et tout, et c'est devenu une de mes plus proches amies, tu vois? Jusqu'à présent et tout. Et ça a été vraiment ce qui m'a aidée énormément par rapport à la mastectomie, parce que j'étais brisée, je sais pas comment dire, enfin, psychologiquement, c'était hyper compliqué. Et les infirmières, elles voyaient que j'étais pas bien du tout, et elles m'ont dit: «Bah, vous voulez pas voir une psychologue?» Je dis: «Bah si, en fait, si, Mmh. j'aimerais bien». Bah, ouais, Et je dis: «Mais moi, 2 mois d'attente, c'est pas possible, enfin, il se passe tellement de choses en 2 mois». Donc elles ont fait le forcing et j'ai pu avoir un rendez-vous 3 semaines après, quoi. Ça m'a aidée, quoi. d'accord. Mais voilà, et du coup, là, ça a été la première grande cicatrice de ma vie parce que je n'avais jamais eu, et en plus, voilà, très, très symbolique, Mmh. très, très, bah, elle était grosse, enfin, elle est longue, quoi, elle est toute la taille d'un sein, quoi. Et voilà, et donc là, j'avais des pansements, et puis les infirmières, elles m'ont dit: «Bah, faut voir votre cicatrice si vous voulez sortir de l'hôpital, puisque on vous laisse pas sortir si vous avez pas vu». J'ai dit: «Mais je veux pas voir, en fait, je veux pas voir». Et ils m'ont dit: «Non, mais on a eu trop de dames qui ont fait des malaises, chez elles, seules, machin, donc nous, on vous accompagne, mais ça Oui, prendra le temps que ça prendra, mais il faudra voir, quoi». c'est important, c'est vrai. Elle a Ouais. raison et tu sais aussi parce que toi, en plus, comme ça a été très rapide, tu as pas, eu le temps vraiment de te préparer quelque part, Mmh. de visualiser ton corps sans Ouais. ton sein et c'est vrai qu'en fait, comme on coupe notre en fait, on fait un déni de cette partie du corps, où il y a la cicatrice, où on nous a enlevé quelque chose et après du coup là, le chemin pour reconnecter, tu sais, tout ton corps avec ton esprit, c'est hyper long et c'est vrai que ça peut être un peu violent comme ça de devoir lui faire face à cette cicatrice comme ça, Mmh. si vite. Mais en fait, c'est pour notre survie parce qu'en plus, on aura besoin de la masser, on aura besoin de la surveiller, voir qu'il y a rien Ouais. qui se passe de bizarre et comment ça s'est passé alors quand ils t'ont accompagné, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, en fait, j'avais sympathisé avec une des infirmières, et du coup, je lui ai dit: «Bah, j'aimerais bien que ça soit vous qui soit avec moi et tout». Elle m'a dit: «OK», elle voyait bien que c'était compliqué. Elle m'a dit: «Voilà, je vous demande pas de la regarder, en large et en travers, Ouais, je vous demande juste quelques secondes». Donc elle m'a dit: «Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va aller à la salle de bain et pendant que je fais le changement de pansement, vous allez jeter un coup d'œil, et après on remet le pansement tout de suite si vous le sentez pas».
Mmh. Et j'ai dit: «OK», donc on l'a fait, puis, voilà, donc j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai dit: «Bon, bah, remettez un pansement, je veux pas voir», parce que vraiment je voulais pas voir, quoi, tu vois? Je détournais le regard de ma poitrine, je voulais même pas voir que j'étais un côté plat, parce que du coup la symétrie était importante vu que j'avais une poitrine assez forte Mmh. et je voulais pas je voulais pas et en fait, cette amie-là que j'ai rencontrée, qui avait vécu la même chose que moi, elle l'avait déjà vécu au travers de sa famille puisque c'était, des cancers, familial et du coup, elle avait beaucoup moins peur et elle l'acceptait beaucoup enfin voilà, elle l'acceptait vraiment beaucoup plus que moi et elle m'a beaucoup aidée et elle me disait: «Ouais, mais Camélia, il faut que elle me dit: «T'inquiète pas, ça va le faire», tu vois? Et en fait, elle me disait aussi: «Bah, pour que ça cicatrise bien, il faut que la plaie soit à l'air et machin» Mmh. Mmh et mh. bref et elle me dit: «Regarde, moi, ma» et en fait, c'est vrai que suivre son exemple, ça m'a beaucoup aidée et grâce à elle, je pense que j'ai réussi à dépasser un petit peu toute l'appréhension et voilà. Après, je dis pas que ça a été facile, hein. Enfin, franchement, perdre, un sein, comme ça aussi rapidement, aussi jeune, enfin c'est compliqué. Puis moi, si tu veux, je fais pas voilà, j'ai enlevé le sein avant de faire les traitements de chimio, alors que c'est souvent l'inverse qui se passe Ouais. et je pense que ça change aussi la donne parce que, si tu veux, quand tu as déjà fait une chimio, bah, tu sais que tu es malade, tu sais qu'il y a quelque chose qui te ronge, tu sais que tu es déjà en train de faire un combat, pour détruire quelque chose dans ton corps, enfin, tu vois? Et là, et pas moi, tu vois? Comme moi je te disais, je comprenais pas, pourquoi je faisais ça finalement. Donc ça a pas la même signification. Ouais. Ouais, c'est vraiment important, ouais, de préciser ça, Mmh. tout ce process, non, tu as raison. C'est vrai que souvent dans les parcours, ils vont me dire: «Bah, c'est en fait, l'opération vient parce qu'on n'arrive pas à détruire, le cancer» Mmh. et comment et du coup, par rapport à donc là, ils changent ton pansement, tu la regardes un petit coup d'œil et tu es restée combien de temps à l'hôpital avant de rentrer chez toi? Pas très longtemps. J'étais opérée, vendredi 14h. Je suis sortie, dimanche, après-midi. Ouais, c'est une hospitalisation courte et après tu Ouais, as fait des soins à la maison? oui. Oui, oui, j'avais une infirmière qui passait tous les jours pour, bah, changer les pansements et tout ça, vérifier l'aspect et puis parce que j'avais aussi des drains, tu sais, Voilà, enfin les c'était une drains. des questions, oui, parce que c'était une de Ouais, tes craintes aussi ça. Ouais. ouais, donc les drains et puis pour, voilà, bah, vérifier tout ça, quoi et donc oui, oui, j'ai eu le comme ce qu'ils disent, une hospitalisation à domicile, tu sais et voilà, avec quelqu'un qui passait tous les jours. J'ai bénéficié aussi d'une aide, psychologique à ce moment-là, que j'avais demandé en urgence. Du coup, j'ai eu un psychologue qui est venu à la maison une fois. Voilà, après donc comme je te disais, après c'est l'hôpital qui a pris le relais, au niveau psychologique et ouais et voilà et puis si tu veux ça a pris du temps avant que moi je puisse, regarder, que moi je enfin voilà. Au début, je regardais avec le pansement, après j'essayais de faire des photos, habillée, déshabillée, pour voir si on voyait le déséquilibre, tu vois? Bon, ça se voyait, hein. Franchement, j'avais un sein qui était conséquent de l'autre côté, donc oui. Enfin voilà, j'essayais d'appréhender par l'image, un petit peu par le miroir, un petit peu par la photo et voilà quoi. De toute façon, après, si tu veux, tu as pas énormément de temps, parce que tu as le reste du parcours qui arrive derrière, donc si tu veux, j'ai eu 3 semaines de convalescence et puis après il fallait reprendre parce qu'ensuite après j'ai fait la préservation de fertilité et donc après, ben, Ah tu oui, bah oui. reparti, quoi. Oui, parce qu'en fait, avant de te faire un traitement de chimio, de radio, Ouais. thérapie, ils te préservent, Mmh. tes ovules et tes ovocytes et tout, ouais Ouais. comment parce que qu'est-ce qu'ils te prévoyaient pour après? C'était de la chimio Ouais. préventive? Ouais. Une grosse chimio et radiothérapie et D'accord, hormonaux et tout ça, quoi. d'accord ça a duré combien de temps tout ce parcours post-op? Alors, bah, pour le sein, j'ai eu à peu près 2 semaines et demie de convalescence. Ensuite, j'ai eu voilà, j'ai dû repartir, au combat, on va dire, repartir donc dans la préservation de fertilité, les rendez-vous tous les 2 3 jours, les piqûres, tous les jours, les échos, les machins, les trucs, jusqu'à se faire prélever les ovocytes et en fait, si tu veux, à ce moment-là, déjà, j'étais plus trop concentrée sur le sein parce qu'il fallait avancer, quoi. Parce qu'il y avait plein de Mmh. choses qui attendaient donc voilà, préservation de fertilité, ça a été hyper, traumatisant pour ma part. Je l'ai fait en anesthésie locale
et du coup, j'ai tout senti, j'ai super mal et en fait, j'ai pas compris. Enfin, j'étais encore dans cette phase de ma vie où je comprenais pas. J'étais là: «Mais en fait, à quel moment j'en suis arrivée là?» Je vais bientôt avoir 33 ans et je suis là, en service, gynéco, en train de me faire trifouiller les ovaires, enfin, c'était hyper violent et en fait, psychologiquement, j'étais choquée, quoi. Ouais. Parce que, parce que tu vois, si tu veux, c'est pas comme une dame qui a envie de faire un enfant et qui sait pourquoi elle est là et tout ça. Moi, j'étais là, mais en fait, il y a un mois, je me faisais enlever le sein. Là, je suis en train de vivre, des violences, enfin, pour moi, c'était des violences gynécologiques parce que j'étais pas prête à ça, tu vois? Et enfin, franchement, tout le long, j'étais en train de pleurer, quoi. J'étais en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je fous là? Mais comment j'en suis arrivée là? Mais c'est quoi ma vie? Dans une semaine, 8 jours, je commence une chimiothérapie, mais demain» parce qu'en fait, c'était la veille de mon anniversaire. «Demain, c'est mon anniversaire et c'est quoi ma vie, en fait? À Mmh. quel moment j'en suis arrivée là?» Enfin, tu vois, c'était hyper éprouvant, hyper éprouvant. C'était enfin, voilà. Bref, je l'ai fait, je suis sortie dans un état, je faisais que pleurer. Tout le monde me disait: «Mais alors, vous avez pas, prélevé ce que vous vouliez?» Tu sais, ils pensaient que j'étais déçue et tout. Je dis: «Non, non, mais si, j'ai prélevé des ovocytes et tout». «Mais alors pourquoi vous pleurez?» Je dis: «Mais je pleure parce que je comprends pas ce que je fous là, en fait. Je comprends pas pourquoi je Mmh. viens de subir tout ça. Je comprends pas pourquoi on vient de de m'enfoncer des trucs en ferraille, tu vois, dans mon intimité». Enfin, tu vois, j'étais là: «Mais je comprends pas». Enfin, bref, donc voilà et puis ensuite, ça s'est passé, je me dis: «OK, une étape de faite, quoi». Ensuite, j'ai fêté mon anniversaire comme si c'était le dernier. Je me disais: «Peut-être que ce sera le dernier», on n'en sait rien. Du coup, je l'ai fêté 3 fois avec mes amis, avec ma famille. Je suis sortie, j'ai organisé des trucs, voilà, je me suis fait belle, j'ai dit: «Voilà, je profite» et puis Et ton ensuite, voilà. ton entourage, il était parce que toi, tu dis comme si c'était le dernier, mais ton entourage, il était quand même attentif, il comprenait ton état d'esprit? Ouais, je pense qu'ils comprenaient qu'il se passait quelque chose de grave. Après, si tu veux, pour la plupart des gens, c'était enfin, impossible que je meure, tu vois? Et en même temps, c'était éventuellement possible. Donc tu vois, c'était bizarre comme truc. Ils disent: «Non mais Ouais. pas du tout, enfin, arrête de te mettre ça en tête, il y a pas de raison, nin et tout» et en fait, tu vois, les gens, ils veulent tellement y croire, ils ont tellement peur que voilà, ils Il te s'auto-persuade et ouais. voilà, c'est ça. Mmh. Donc c'était voilà. Mais ouais, ouais, c'était mais oui, on a fêté ça mais tu sentais dans l'esprit de chacun, on sait pas quoi. On sait pas, on a tous enfin voilà, l'entourage, les amis, la famille, enfin tout le monde est impacté par ce genre de choses, tu vois? Et même Mmh. s'ils vont faire en sorte de pas trop le montrer pour la plupart, bah, tu sens que voilà. Mais c'est vrai que moi ça me faisait peur. Ça me faisait peur de me dire, que peut-être je leur faisais du mal avec tout ça. Enfin, tu vois? J'avais toujours cette culpabilité en moi en me disant, «Je suis en train de faire vivre des trucs, difficiles aux gens de mon entourage». Enfin, tu vois? C'était trop bizarre. Mais après, c'est ma personnalité très empathique qui est comme ça, où je vais souvent beaucoup plus penser aux autres qu'à moi, alors que c'était moi qui étais en train de vivre des trucs horribles, tu vois? Ouais, bah, oui. Mais c'est mon fonctionnement, ou en tout cas ça l'était. Donc voilà et puis ensuite après est arrivée la chimio. Ouais, et tu as fait beaucoup de séances? J'ai fait 6 séances, heu, 3, EC comme on dit et 3 taxotères. Voilà, bah, c'était 6 séances, très, très fortes. C'est des chimios lourdes et c'était aussi, des chimios auxquels j'ai beaucoup réagi. Ah, Ça aussi, en fait, c'est ça qui a été compliqué, c'est que moi j'ai été, comment dire? Tu vois, tu as une liste d'effets secondaires, improbables, tellement c'est long et puis moi, ils m'appelaient un peu en rigolant, la bonne élève parce que je cochais quasiment toutes les cases, quoi, tu vois? ah là là. Donc ça a été un peu compliqué et Parce que les gens se rendent pas forcément compte s'ils connaissent pas, c'est pas 6 séances à la suite, c'est 6 séances non, espacées pour que tu aies le temps voilà, de te remettre entre chaque séance aussi et ouais, entre guillemets et oui. il se passait combien de temps en fait? Tu avais combien de répit entre chaque séance? Alors j'avais 3 semaines entre chaque séance. Mmh. Sauf que moi, en fait, enfin, ça dépend des gens, tu vois? Il y a des gens, ils vont être, pas bien pendant, 3-5 jours, tu vois? Moi, déjà, c'était 10 jours, Ah ouais. donc autant dire que c'était long
Et puis moi, c'était hyper fort. Tu vois, il y D'accord. a des gens, ils vont te dire, par exemple, les EC, ils font, du dégoût, beaucoup. Ils vont dire: «Voilà, j'étais dégoûtée, je pouvais pas manger, j'ai perdu un peu de poids, machin, truc». Mais moi, si tu veux, les EC, c'était pas du dégoût, c'était je ne pouvais plus rien ingérer. Ah Je ne ouais. pouvais plus rien boire, genre de l'eau, je ne supportais pas, tu vois? Ah J'étais ouais. limite déshydratée, enfin, tu vois? Ah ouais. Il y avait rien qui passait, enfin, tu vois? Si je pouvais compter, peut-être, ingérer peut-être 4 ou 5 aliments sur 5 jours, j'étais contente, quoi, tu vois? Ah ouais. C'est Ah ouais. genre je comptais ce que j'arrivais à manger. Genre, par exemple, je me rappelle des jours où j'avais réussi à manger une demi orange sur une journée, j'étais contente, quoi, tu vois? Ah ouais, dis donc. J'arrivais à boire, genre 30 centilitres d'eau sur une journée, j'étais contente, tu vois? D'accord. Enfin, c'était hyper extrême, tu vois? Et donc c'était voilà, c'était compliqué. Du coup, à la deuxième chimio, ils ont dit: «Bah, on va vous mettre un produit supplémentaire dans la chimio pour essayer de vous soulager de Mmh. tous ces dégoûts, de toutes ces nausées, de tout ça, tout ça, tout ça». J'aurais dit: «OK». Ils m'ont mis ça, sauf que je l'ai pas supporté ce produit-là, tu vois? Le nouveau produit qu'ils m'ont ajouté. Donc en fait, si tu veux, j'ai été, Encore plus mal. ouais, en fait, j'étais amorphe pendant 5 jours. Quand je Ah dis amorphe, c'est-à-dire je regardais le plafond, je me levais que pour aller de temps en temps aux toilettes et encore parce que vu que je buvais pas beaucoup d'eau, voilà. Et voilà et en fait, quand je te dis amorphe, ça veut dire je parlais même pas. Genre j'ai pas prononcé de mots pendant 5 jours, oh tu là là. vois? J'étais, Et à ce voilà. moment-là, quand tu rentres chez toi, tu fais ta chimio, tu rentres chez toi? Non, en fait, je fais ma chimio, je vais chez mes parents. Ah alors voilà, parce que c'était ma question aussi, c'est que Ouais, comme c'est ta petite fille de 2 ans, comment tu as ouais, fait ça, pour être toi accompagnée, avoir quelqu'un qui fait ta voilà, logistique et qui t'aide c'est ça. et pas oui, d'accord et tes parents habitent pas trop loin? Comment tu as Ouais, géré en ça? Île-de-France. D'accord, Du coup, à chaque chimio, c'était mon pauvre petit papa qui venait me chercher, d'accord, qui me ramenait chez mes parents. Je passais environ 5 jours chez mes parents parce qu'en d'accord. fait, je me disais: «Il faut que juste je puisse gérer mes effets secondaires. Mmh. Je veux pas que ma fille, elle me voie comme ça». Je disais à mon mari: «Bah, tu t'occupes, de la petite pendant 5 jours», enfin voilà, tu vois? Ouais, Et en gros, je faisais la chimio le jeudi. Je rentrais jeudi soir chez mes parents et je retournais chez moi le mardi. d'accord. Mais après, je retournais chez moi, j'étais pas en forme du tout, hein, mais bon, je me disais: «Au moins, je vais être présente, je Oui, vais être là», tu vois? Pour que ma fille, elle me voie, sache que je suis là. En gros, ce que je faisais, c'est que la semaine qui suivait, j'essayais moi, pour moi, c'était important d'être là pour ma fille. Donc en fait, ce que je me disais, c'est je me disais: «OK, Camélia, tu es pas bien, tu vas essayer d'être vivante, genre debout, pour ta fille». Du coup, je me disais: «Tu vas essayer d'être vivante à peu près 3 heures par jour, c'est ton objectif». Donc 1 heure le matin, donc je me réveillais tous les matins, que j'ai dormi, pas dormi, mal, vomi, ce que tu veux. Je me réveillais tous les matins pour m'occuper de ma fille, la préparer pour la crèche. Après, c'était son père qui l'amenait, tout ça et je me réveillais tous les jours, j'étais debout à 18:00-18:30 quand elle rentrait de la crèche. Je me disais: «De 18:00 à 20:00, je suis là». Que voilà, pour m'occuper un petit peu d'elle, qu'elle me voie, pyjama, machin, dîner, tout ça. ça fait hyper Voilà, c'était mon objectif et je me disais pour elle, je serai là quoi, ouais, malgré tout. ouais. Mmh. Je partage ton émotion. Ouais, on peut faire une pause si tu veux. Ouais. Non, mais voilà, Vraiment très fort. c'était vraiment important pour moi, tu vois? Ouais, Et après, et si tu veux aussi mes objectifs chimio, c'était, OK, tu vas être mal ouais. pendant 15 jours à peu près. La troisième semaine, il faut que tu sois vivante. Parce que tu as Ah, décidé de te battre, tu as décidé d'être en vie, tu vas être vivante. Et donc en fait, je me disais: «Objectif, troisième semaine, tu fais 2 activités. Une activité avec ta fille, une activité avec tes amis. Tu vas sortir, tu vas faire un truc, tu vois? Peu importe ton état, tu vas chercher la vie, tu vois? La vie, c'est l'extérieur, la vie, c'est pas rester dans ton lit, la vie, c'est de faire des choses». Et du coup, c'est là où ça a commencé à germer un petit peu, ce qui est mon pseudo maintenant sur les réseaux et tout ça, la rage de kiffer. Et en fait, je me disais: «En fait, j'ai pas envie que d'être tu vois, que survivre, en fait. Je veux vivre et je veux profiter». Et pour moi, c'était ça l'objectif, c'est tu vas profiter malgré tout. Et donc je me disais, ouais, genre, j'ai la rage de kiffer et donc peu importe l'état, mmh, tu vas faire des choses. Et donc la troisième semaine, j'organisais un petit truc, que ça soit, bah, des fois des trucs, voilà, selon mon état, genre un resto avec une copine, tu vois? C'était déjà beaucoup, mais ça me permettait de maintenir une vie,
normale, sociable, enfin, tu vois? Mmh. Et avec ma fille, je faisais des activités, genre, l'amener à la ludothèque avec une copine parce que je pouvais pas jouer avec elle ni m'en occuper vraiment, vraiment, mais voilà, avec, un accompagnant, l'amener, j'en sais rien, faire une sortie à l'aquarium, enfin, tu vois? Des trucs comme ça. Je me disais, ça va être ça l'objectif, quoi. On va se battre, mais on va aussi rester vivante, quoi, tu vois? Ouais, tu es vraiment hyper forte. Franchement, ça me fait la Merci. chair de poule. Je suis très émue moi aussi. Hem, non, ce que je voulais te demander, c'était, oui, parce que quand on se rend pas forcément compte, il y a l'épreuve de la chirurgie. Mais c'est vrai que se battre contre le traitement de la chimio, c'est aussi, très difficile. Enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais pour qu'on comprenne, est-ce que tu peux un peu nous dire, du coup, un peu tes effets secondaires? C'est-à-dire que tu as parlé du dégoût, tu n'arrivais pas à manger. Est-ce que tu avais des douleurs? Est-ce que tu vomissais? Voilà, quels Alors, étaient ça tu vois, pour ça ça dépend des produits de chimio, du coup. Donc moi, par exemple, premier produit EC qui a très, très souvent dans le cancer du sein, quasiment, toutes les femmes ont ce produit-là. Donc c'était dégoût, nausées, dérangements intestinaux, machin, bon, fatigue extrême, qu'est-ce que je veux dire? Des aphtes. Moi, j'ai eu, par exemple, des crises d'aphtes où genre j'avais 5 6 aphtes dans la bouche, qui saignent, machin truc. Bah, perte des cheveux, mmh. perte, du coup tu les ongles qui noircissent, que tu peux perdre aussi. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Franchement, je m'en souviens même plus. Ah bah, c'est juste parce Mais qu'on se rend tu sais, souvent les gens, font le raccourci, ouais, il y a eu la c'est les cheveux. chirurgie, la personne va mieux, et elle va perdre ses cheveux. Tu vois? Ils se Ouais. rendent pas compte en fait que c'est-à-dire qu'après toi tu te fais ta chimio, tu rentres chez toi, tu es malade comme un chien en fait. Ah oui, oui, Ça oui. souvent c'est pas su Et ça, tu vois? c'est ça. Et après ça dépend parce qu'il y a des gens qui vont plus ou moins supporter. Moi je vois moi quand je le vivais, je pensais que c'était normal parce que mais j'étais trop dans enfin voilà, je vivais un truc extrême et je pensais que tout le monde vivait ça. Mais Ouais. après avec le temps, j'ai vu qu'il y avait plein de filles qui supportaient bien, qui étaient, patraques, pas bien, machin, pendant quelques jours et puis après ça allait, elles allaient faire des marches, elles allaient faire des trucs et tout. Et moi j'étais là: «Mais pas du tout en fait, j'étais au fond de mon lit et j'étais en train d'essayer d'émerger quelques heures par jour quoi», tu vois? Ah mais c'est déjà Et énorme, ce planning que tu t'es fixé, c'est énorme parce que c'est pour ça que je voulais que tu détailles, c'est qu'on se rende compte, qu'en fait, c'était dans un état comme si tu avais, pardon pour la comparaison, mais comme si tu avais, la plus grosse gastro de tous les temps avec une grippe mélangée et en plus, toi, tu te mets ton réveil, tu te mets debout, tu t'habilles pour être là pour ta fille, faut se rendre compte de la force qu'il faut pour bah faire oui, ça. c'est C'est ça que ça. je voulais que tu détailles quoi, parce que Ouais tu vois? et puis même par rapport, tu vois, à la perte des cheveux. Ah Moi, ouais, j'avais peur de perdre mes cheveux comme toutes les ouais. femmes, on va dire, mais j'avais surtout peur que ma fille me voie comme ça. Je me dis: «Mais attends, mais elle va me voir comme ça, elle va pas me reconnaître, elle va avoir peur de Et comment moi», tu as enfin, fait tu du vois? coup? Parce qu'en plus, moi je te vois, tu as tes cheveux, tes longs cheveux là. Comment Mmh. tu as fait du coup, tu mettais un turban? Comment tu as fait? Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé par étapes, parce que du coup, j'avais déjà les cheveux longs. Donc je me suis dit: «On va pas faire, long, rien». Donc j'ai coupé première fois, coupe carrée, deuxième fois, coupe un peu courte, garçonne, machin. Troisième fois, après la première chimio, j'ai coupé, bah, avec la tondeuse, mais j'ai gardé un petit sabot, donc j'avais un petit centimètre, Mmh. ce qu'on appelle un peu la coupe, demi-moure ou Christina Cordula, mais vraiment court, court, quoi. Et du coup ensuite, après la deuxième chimio, ça a commencé à tomber énormément et à y avoir des trous dans la tête et là, enfin, je me suis dit: «Il faut raser, quoi». Faut raser, mais vraiment j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à voir mon reflet, j'ai décroché tous les miroirs de la maison pendant une dizaine de jours. Je voulais pas du tout me voir. Ensuite, j'ai laissé comme ça parce que j'arrivais pas à me voir, donc j'arrivais pas à me raser. Je voulais pas que ce soit mon mari. En D'accord. fait, la première fois, c'était mon mari quand on avait fait la petite coupe courte, mais la deuxième fois, je me dis: «Je veux pas qu'il me voie comme ça parce que moi-même, je peux pas me voir. Je me trouve dégueulasse, quoi, donc je Ouais. veux pas qu'il me voie comme ça». Donc je me cachais et je me cachais de mon propre regard, tu vois? Au bout de 10 jours, c'était une catastrophe, j'avais des trous partout, tu sais, je mettais un bonnet tout le temps, mais j'avais des trous partout, enfin, c'était vraiment, n'importe quoi et là, je me disais: «Là, tu as une tête de cancéreuse, quoi». Là, enfin, vraiment l'image était très, très, très violente. Et après, j'ai eu un rendez-vous psy et du coup, je me suis dit: «Bon, je vais raser maintenant. Comme ça, après, je vais à mon rendez-vous psy pour débriefer et voilà, Ah parce oui, qu'il faut enlever. Il faut mmh. enlever parce que c'était en fait, c'était C'était pire même que de niveau ne rien avoir, c'est ça?
Ouais, puis en fait, au niveau hygiène, c'était dégoûtant d'avoir des cheveux qui traînaient partout Ouais, ouais, et puis d'avoir des trous, en fait. Le fait de voir ta tête avec des trous, c'est c'est ça. Ouais. hyper dégueulasse, quoi. Je sais pas comment dire, c'est vraiment le mot. Pour moi, mon image était écœurante, quoi. Vraiment, voilà, du coup, ça a pris quelques temps et en fait, après, je cachais beaucoup parce que je me disais, parce qu'en fait, ma fille dormait dans la même chambre que nous et je me disais: «Si la nuit, elle me voit, sans rien ou si je vais lui donner sa tétine la nuit, qu'elle me voit, chauve, elle va pas me reconnaître ou elle va avoir peur de moi». Parce que moi, c'était ça mon angoisse, de faire peur à mon enfant, tu vois? Parce que moi-même, l'image de mon me faisait peur, tu vois? Et bref et du coup, au final, un jour, elle m'a vue sans rien et puisque mon bonnet avait glissé pendant la nuit et tout ça, mais elle était morte de rire, en fait. Que tu sais, à 2 ans et demi, enfin, tu vois, il y a pas tout ça, quoi et elle était morte de rire, elle a touché mon crâne, elle était là, elle rigolait et après, si tu veux, ça l'a fait vachement rire parce que son père est plus ou moins chauve et tu vois, il se rasait la tête, tout ça et du coup, elle comparait nos crânes, elle disait: «Ah bah, comme papa, maman», tu vois? Et du coup, elle était morte de rire et elle caressait nos 2 crânes chauves, tu vois? Et c'était trop marrant, quoi Trop et mignon. au final, je me suis dit: «En fait, on projette tellement de choses, tellement d'angoisse sur nos enfants, alors qu'au final, non, Parce que quoi, il y a toi, rien, quoi». tu lui avais expliqué que tu étais malade? Ouais, je lui ai toujours expliqué, malgré qu'elle soit très petite, qu'elle ait 2 ans, j'ai toujours mis des mots dessus. Après, j'ai pas expliqué en large, en long, en Oui, mais travers, tu vois? tu lui avais sûrement dit que tu allais peut-être perdre tes cheveux, des choses comme ça? Voilà. Ouais. Donc je lui avais expliqué que maman était très malade et que maman devait aller chez le docteur souvent parce que j'étais absente, tu vois? Je veux pas se mentir. À Bah, ouais. partir du moment où tu commences ton diagnostic, tu as des rendez-vous à l'hôpital tout le temps, tu es jamais là. Enfin moi, voilà, j'ai passé des mois à voir ma fille de temps en temps, à la faire garder tout le temps, enfin parce que j'étais pas là et puis mon mari m'accompagnait. Enfin voilà, tu es là, tu passes des trucs, des TEP scans, des machins, des scanners, des IRM, des bleu, tu es jamais là, quoi. Et donc, j'étais obligée de lui expliquer mon absence. Ensuite, bah, avant la chimio, que j'avais commencé à couper mes cheveux, je lui ai acheté un livre qui expliquait, un livre pour enfants, pour tout petit vraiment, qui expliquait, bah, voilà, maman va perdre ses cheveux parce qu'elle a un médicament qui est très, très fort, c'est pour que ça aille mieux et cetera. Donc on a parlé beaucoup de ça. Après, elle comprenait sans comprendre et mais voilà, après le fait qu'elle soit petite, ça l'a aussi enfin, c'est pas comme des enfants plus âgés où ils ont peur, où ils voient la différence, où ils sont peut-être Mmh. gênés par rapport aux copains, par rapport moi, si tu veux, il y avait pas tout ça, il y avait voilà, elle me disait juste: «Bon, bah, maman a pas de cheveux», bah, c'est tout, tu vois? Ça allait pas plus loin, c'est vrai que c'était assez simple finalement et voilà, oui, donc j'ai toujours parlé et c'est plus quand elle a grandi que ça l'a gênée, tu vois? Par exemple, quand elle a eu 4 ans, qu'elle a commencé à être vraiment petite fille et tout, elle m'a dit: «Je veux plus voir les photos où tu as pas de cheveux, j'aime Ah pas ouais. du tout quand tu as pas de cheveux, je préfère quand tu as les cheveux longs», maintenant elle a 5 ans et demi, elle commence à comprendre. Elle dit: «Je sais que tu avais pas de cheveux parce que tu étais malade et parce que tu avais un médicament, mais maintenant maman ça va mieux et tout». Donc voilà, je pense qu'il y a des mots qu'on pose sur le moment et d'autres qu'on continue d'expliquer avec le temps, tu vois? Ouais, ça, c'est important ce que tu dis ça, c'est très important. Ouais. Donc voilà, puis après les cheveux, bah, si tu veux, j'ai eu le deuxième produit, le Taxotere. Donc là, ça allait mieux au niveau, bouche, on va dire que j'avais beaucoup moins d'aphtes, beaucoup moins de dégoût et tout ça, tout ça. J'ai repris, la nourriture, j'ai pu me nourrir et tout ça et parce qu'avec le EC, comme je me nourrissais pas, j'avais perdu beaucoup de poids. Notamment, j'avais perdu 8 kilos en 3 semaines, à la première chimio, donc ils Ouais. étaient quand même en surveillance et tout. Donc après avec Taxotere, ça, c'est revenu. Par contre, Taxotere, moi, je le considère comme du poison parce qu'en Ah ouais. fait, il s'infiltre dans toutes les parties de ton corps et en fait, je me sentais vraiment douloureuse de partout, Oh là là. mais tout qui me faisait mal, enfin, c'était hyper compliqué et et j'avais mal au ventre et j'avais mal, partout, au corps, aux articulations, aux os, aux muscles. Je sais pas comment te dire, c'était un truc, waouh et c'est super fort le Taxotere, donc il y a beaucoup, beaucoup d'instituts, de cancéro qui l'utilisent plus. Ça reste, de moins en moins utilisé. Il a été retiré du marché à un moment donné, tellement qu'il était fort. Là, ils l'ont remis parce qu'il est efficace, mais qu'il est très, très dur, quoi et j'ai même une amie à moi qui a fait une réaction, très importante à ça et elle a eu, des boutons, Ah, heu, toute la bouche, tout l'œsophage jusqu'à l'estomac, plein de boutons et tout, quoi. Franchement, c'est d'accord. très, très ouais, ça peut vite dégénérer, quoi et ouais et en fait, avec le Taxotere, je faisais des injections, à chaque chimio, je faisais une injection, dans le dos pour, refaire remonter les globules blancs
parce que tu as tous les globules blancs qui diminuent énormément. Bah oui. Donc pour stimuler la moelle osseuse pour que ça te produise plus de globules blancs pour essayer de compenser. Et moi, tu vois, cette injection, je la supportais pas. Elle Ah, était mais vraiment hyper douloureuse. Mais quand je te dis douloureuse, j'ai jamais vécu un truc aussi douloureux de ma vie. Alors que j'ai accouché quand même, tu vois? Genre, mais ce que j'allais pour te te dire. dire pour Ah te ouais, dire, tu vois, ouais. c'était mais vraiment, tu vois, les douleurs d'accouchement, bah, c'était ça, quoi, tu vois? Mais horrible. Genre vraiment tout ton bassin, tout ton bas du corps, Qui est mais je irradié. passais Ouais. ah ouais, mais c'était horrible. Je passais des nuits à hurler dans mon oreiller de douleur, quoi. Oh À là ne pas là. pouvoir bouger de 5 millimètres parce que tout mon corps me faisait mais mourir de douleur. Enfin, c'était un truc de fou. Oh là Je là. prenais des antidouleurs super forts, il y avait rien qui soulageait, enfin c'était enfin voilà, donc en fait, quand tu cumules les 2 chimios, bah, tu peux imaginer dans quel état j'ai fini mes chimios. Enfin, Ouais. j'ai fini mes chimios en août, 2019, je peux dire que j'étais plus que l'ombre de moi-même. Mmh. J'avais perdu mes cils et mes sourcils avec le deuxième produit. J'avais mes cheveux qui commençaient à pousser, mais j'étais jaune. Déjà mon teint était jaune, j'étais cernée mais noire, genre, enfin, ouais, c'était un truc, enfin, franchement, j'étais tellement affaiblie que j'avais du mal à marcher, enfin, tu vois? Mmh. Je suis partie un petit peu en voyage, j'ai demandé une assistance, médicale, j'étais en fauteuil roulant, enfin, j'étais mais diminuée comme jamais, quoi. Mmh. C'était, un truc de fou, quoi. Oh là là. Donc voilà Et pour la chimio. ouais, et du coup, tu as mis combien de temps à alors là, ils t'annoncent quoi? Tu es en rémission, du coup? Non, là, on va attaquer la radiothérapie. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah Ouais. oui, parce que faut pas exagérer non plus. Ah bah, bah, ça va finir aussi vite quand même. Ouais, c'est ça. Et ça, ils te Ouais. laissent un peu de répit? Parce que quels sont les du coup, les effets secondaires de la radiothérapie? Alors, bah, principalement des gènes et des brûlures, au niveau cutané. D'accord. Principalement, c'est ça, tu vois? Moi, après, si tu veux, en gros, ils me disent: «Vous avez, 10 jours de répit». Ouais. Et moi, je leur dis: «Non». Ils me disent comme je te jure, ils étaient là: «Hein? Comment ça? Je comprends pas». Je dis: «Moi, j'ai pris des billets d'avion. Je vais partir en vacances. On est au mois d'août. Je vais partir avec ma famille, genre, mon mari, ma fille. On a besoin de repos, de se retrouver et de vivre, en fait, de vivre des choses avant de retourner, au combat». Donc j'ai dit: «Moi, j'ai pris mes, je crois, 2 semaines et demie de vacances, voilà». Ils m'ont dit: «Mais madame, il faut que vous vous soignez». Je suis déjà en train de me soigner. Genre, il y a pas c'est pas une semaine qui va changer, tu vois, le Ouais. protocole et tout, quoi, tu vois? Et ils m'ont demandé de changer mes billets. Ah ouais? Je leur ai dit: «Non». Mais je dis: «Mais madame», je dis: «Mais non, en fait, c'est hors de question, en fait. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de vivre, en fait». Genre, tu vois, il faut enfin, tu vois, tu es tellement dans le mal, tellement dans la souffrance, tu es tellement dans Oui, je dis: «Non, en fait». puis ta vie devient, aller au rendez-vous, quoi. Tout le Un petit temps, peu. tout le Donc temps. Ça n'arrête jamais. tu avais Vraiment, besoin, enfin toi, de vivre autre chose, prendre un ah petit ouais. déj, regarder dehors, C'est ça. Ouais, ouais. ouais, non, Et mais voilà, après j'ai eu besoin de partir, quoi. J'ai dit: «Non, mais laissez-moi quelques temps, quoi». c'est Et parti, je de toute façon, je leur ai dit, s ils avaient pas le choix, quoi. Enfin, tu vois, ils étaient genre ouais. étonnés, ils étaient, De toute façon, je déstabilisés. pars, je Mais m'en oui! vais. Et j'étais là: «Non, en fait, je reviendrai, début septembre et je ferai ma radiothérapie. C'est pas grave, vous décalez d'une semaine, il va rien se passer», tu vois? Ah bon et trucs et machin. Bon bref, du coup, ça s'est fait comme ça. Et en même temps, ça fait du bien en tant que patient de reprendre un petit peu le contrôle sur la situation puisque vraiment on t'impose tout le temps des choses, que ça soit sur ton corps ou sur ta vie, sur plein, plein, plein de trucs, de temps en temps reprendre un petit peu le contrôle, ça fait du bien. Oui, et puis même, le contrôle sur ta vie, même vis-à-vis du cancer, en fait, te dire: «Moi, je vais m'autoriser des vacances, j'ai envie de vivre cette petite parenthèse avant de reprendre le Mmh, parcours de soins». C'est aussi, toi qui reprends le contrôle de ton corps, tout pour, c'est quoi. ça. Et vous Bah oui. êtes partis où alors? On est parti rejoindre mes parents en Espagne. Et du coup, je faisais vachement attention au soleil parce Que que j'allais du coup, dire, avec la radiothérapie, voilà, j'avais le droit, parce que comme j'allais commencer et tout, ils m'ont dit: «Bah, il faut que vous gardiez tout votre capital, protection solaire, machin». Du coup, je faisais vachement attention, je sortais pas dans les heures, machin truc. En plus, déjà avec la chimio, j'étais photosensibilisant, enfin, voilà, c'était déjà photosensibilisant, donc je faisais vachement attention, plus avec la radio. Donc je sortais pas, je m'habillais en manches longues, je mettais beaucoup de crème, j'avais même un parapluie anti-UV. Enfin mmh, vraiment, je faisais vraiment très, très grave. Après voilà, c'est des vacances qui étaient
pas vraiment des vacances parce que j'étais épuisée, voilà, je sortais de la chimio, je Mmh. marchais à peine, j'avais mes jambes qui avaient triplé de volume, enfin voilà, j'étais pas bien. Mais au moins ça m'a permis de souffler, de passer du temps avec ma fille, de voilà. Ouais. Donc voilà et puis après je suis revenue en septembre et puis voilà, radiothérapie quoi. On est parti là-dessus, voilà, jusqu'à mi-octobre quoi, 1 mois et demi à peu près de voilà, de séances, quotidiennes qui sont épuisantes, parce que tu vas aller à l'hôpital tous les jours, enfin voilà. Ça demande, c'est de l'endurance quoi, tu vois? Ouais, ce Vraiment, que j'allais la te dire, ça fait un radiothérapie, peu, ouais, ouais, c'est pas facile, puis tu en as marre, voilà, tu as envie de te décrocher de l'hôpital et là tu y vas tous les jours, tu es genre ouais, parce qu'après voilà. la radiothérapie, c'est enfin, entre guillemets, le parcours est en pause. C'est peut-être Bah, une inverse. après je commençais l'hormonothérapie Ah ouais. et en plus, moi j'étais pas vraiment en pause parce qu'en fait, du coup, comme j'ai un traitement, enfin, un cancer triple positif, du coup j'avais, un traitement de thérapie ciblée. Donc en fait, que j'ai commencé pendant mes chimios qui passaient, de base dans le cathéter là, Ah bah dans le oui, pack. ah oui. Du coup ça j'avais commencé en juillet et c'était 1 an et en Ah! fait après c'est passé en sous-cutané, du coup je faisais une injection dans la cuisse. Ah oui. Mais je le faisais en service de chimio. Donc en fait pendant 1 an, je continuais d'aller en chimio, tu vois? Ah ouais, ouais. C'était, Ah hyper ouais, éprouvant, quelle je te endurance. jure. Surtout Ouais, que du coup, tu as fini, par, enfin, ces mois en fait où tu as continué d'aller faire ces injections-là. Après, il y a eu mmh, le confinement. ouais, ouais. Alors déjà, donc il y a eu, l'hormono où en fait j'avais une double hormono, donc je prends un comprimé par jour et ils ont décidé de me maintenir en ménopause artificielle, donc j'ai une injection mensuelle pour arrêter les règles. Donc en fait, à partir du moment où on te met en ménopause artificielle, ça veut dire que c'est chimique, que le jour où je vais arrêter, normalement, ça devrait reprendre, mais on sait pas trop parce qu'on sait pas à quel point la chimio a abîmé et ça veut dire du jour au lendemain, tu es en ménopause. Donc déjà, imagine-toi tous les effets de la ménopause, Mmh, mais et extrêmes parce que c'est du jour au lendemain. mmh. Donc du coup, moi, j'ai, par exemple, jusqu'à présent, énormément de bouffées de chaleur, que ça soit le jour ou la nuit. Ça me réveille constamment. J'ai de l'hypersudation, je commence à transpirer de partout, enfin hyper gênant. Des insomnies, des troubles du sommeil, des douleurs, musculaires articulaires, enfin voilà. J'ai, pas mal d'œdèmes, les jambes qui gonflent, les bras qui gonflent, les machins. Enfin, donc Ouais, déjà ça c'est lourd, tu vois? bien sûr. Donc tout ça, voilà, tout ça avec le fameux après cancer, que moi j'appelle plutôt après traitement, où en Ouais, fait tu es lâché dans la nature et en gros tu tapes tous les effets secondaires de tout ce que tu as vécu, plus la la sidération ménopause. psychologique en fait. Ouais, plus ta Parce que ménopause le du coup, en plus. oui, en plus de la ménopause et en fait tu dis et en fait le troisième truc qui est compliqué aussi, c'est qu'à ce moment-là, tous les accompagnants et tout l'entourage, ils sont: «OK, on t'a soutenu pendant ton cancer, pendant 6 mois, 9 mois, machin et ben maintenant, ça y est, tu as fini» Ah et en ouais. fait, les gens, tu vois qu'ils sont plus là. Tu Ah vois ouais. que les gens, ils sont plus là ou qu'ils ont repris leur vie, voilà, tu vois? Ils sont moins là. Moi, je sais que mon conjoint, il comprenait pas, il était là: «Bon, bah, c'est fini, on va reprendre une vie normale», mais pas du tout, en fait, parce que maintenant, j'accuse le coup. C'est maintenant que ça devient hyper compliqué parce qu'avant, j'étais une guerrière, avant, j'étais une battante, avant, je devais me battre pour ma vie. J'y allais, tu vois? Je baissais pas les bras, j'y allais, il fallait survivre, tu vois? Maintenant que j'ai survécu, OK, très bien. Maintenant, je me rends compte que j'ai vécu un cancer, que j'ai vécu un cancer jeune, qu'on m'a enlevé le sein, que j'ai vécu une chimio, que j'ai mal, que ma vie, elle est mise en parenthèse, que psychologiquement, je suis brisée, que enfin, tout ça, tu vois, il arrive maintenant. Et là, je fais quoi? Je suis seule. Là, les gens, ils me comprennent pas. Les gens, ils disent: «Ah, mais tu devrais être heureuse. Tu as survécu à ton cancer». Et en fait, là, tu te dis: «Bah, en fait, je me sens comme une merde, je me sens hyper mal et je comprends pas, la vie est injuste, la vie, c'est de la merde et pourquoi j'ai vécu tout ça?» Enfin, vraiment, tu vois, je te le dis avec des mots crus parce que c'est ça qu'on ressent, tu vois? Mmh. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dépression, Ouais. dépression. Parce que là, en fait, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi?» Et là, là, je tombe, l'hiver, 2019, voilà, 2020, je tombe, en grosse dépression et je me dis: «Mais en fait, c'est quoi cette vie? Pourquoi je méritais pas tout ça? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi on m'a enlevé un morceau de corps? Pourquoi?» Et voilà et je perds pied et je me dis: «Mais». Parce qu'à ce moment-là, tu avais plus d'aide psychologique?
Plus ou moins, si, plus ou moins. Mais si tu veux, là, je rentre dans un truc où il faut que je trouve des réponses, tu vois? Ah oui, ouais, Et j'ai beau, tu vois, aller chez le psy et dire ce que je ressens, ça t'aide pas. Peut-être que ça m'aide c'était peut-être pas la bonne aide non plus, hein. Tu sais, ouais, il y a différentes, enfin, tu connais ça, il y a différentes oui. formes d'aide aussi, et peut-être que c'était pas la bonne et que ça t'aidait pas assez. Parce que pour que tu vois quelqu'un et que tu arrives quand même à tomber en dépression, c'est que la réponse qu'il t'apportait était pas celle dont tu avais besoin en réalité. En fait, je pense que, tu vois, à ce moment-là, je me sentais seule par rapport à mon parcours Ouais, et en fait, si tu veux, ce qui me manquait parce qu'en fait, une psychologue, c'est bien et tout ça pour gérer tous les troubles et tout ça, mais moi, en fait, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui comprenait pas et en fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir des personnes qui comprenaient, des personnes qui étaient passées par là, des personnes qui pourraient me dire: «OK, Camélia, j'ai vécu ça jeune et tout et je m'en suis sortie», tu vois? Et la vie continue et tout ça et en fait, j'avais pas ça parce qu'en fait, j'étais qu'avec mon ami, que j'avais rencontré qui était dans le même, parcours que moi, donc on était similaires et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie seule parce qu'à l'époque, j'étais pas dans les réseaux sociaux, donc je savais pas qu'il y avait toute ouais. une Et puis communauté, je même savais pas qu'il y avait d'autres femmes, tu vois? les associations, même pas les associations. Bah, un petit peu, je partais à la Maison des patients et tout, mais en vrai, dans les associations, je rencontrais beaucoup de femmes qui étaient beaucoup plus âgées, Ah, ah donc ouais, je me reconnaissais pas dans leur parcours, tu vois? d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et puis après voilà et puis si tu veux, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, j'avais mal, ma mastectomie aussi, elle a commencé à déconner, enfin, tu vois? Et donc ça a été compliqué l'hiver, donc j'ai, on va dire, déployé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour me remettre debout. Et ça commençait aussi à pas se passer bien avec mon conjoint et tout ça et et en fait après, j'ai passé l'hiver un peu compliqué et en fait, début mars, donc avant le confinement tout ça, s'est passé plusieurs choses. Donc de un, en février, j'ai eu mes examens de contrôle et ils m'ont dit là enfin que j'étais en rémission. Donc j'ai dit: «Ah c'est cool», tu vois? Ouais. Donc je me dis: «OK, je commence à sortir de la tête de l'eau». Moi j'essaie psychologiquement de me remettre sur pied et cetera et tout. Je me dis: «OK, ça va aller, c'est bientôt le printemps, ta ta ta». Donc je me booste et tout. En gros, je vais à un rendez-vous, en début mars et en fait, c'était mon rendez-vous d'oncogénétique et en gros, il m'annonce que j'ai une mutation génétique rare et là, Ah putain. je retombe, tu vois? Je me dis: «Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est?» Mais enfin, je comprends pas et en fait, si tu veux, depuis le début de mon cancer, ils me disent tous les médecins: c'est très peu probable, pardon, que tu as un cancer génétique parce que ton cancer, il rentre pas dans les caractéristiques». OK, j'avais aucun antécédent familial, rien, tu vois? Mmh. Donc ils m'ont proposé de faire le test génétique, hem, à la rentrée, on va dire vers septembre-octobre et ils m'ont dit: «Voilà, c'est une formalité qu'on propose à toutes les jeunes femmes qui ont un cancer jeune parce que c'est pas normal Ouais. et donc on fait cette recherche. Est-ce que vous voulez le faire? Même si on pense que chez vous, ça va pas du tout être concluant, mais est-ce que vous voulez le faire?» J'étais là: «Bah, franchement, si c'est compris dans le package, allons-y gaiement», tu vois? Donc j'ai dit: «Pourquoi pas?» tu vois? On va le faire. Moi, mais quand je te dis persuadée qu'elle ait rien à voir, Tu oublies carrément le truc. ouais, j'oublie et puis ils me convoquent une première fois et moi je me dis quoi? Je me dis: «Ah, tu sais quoi? J'ai pas envie d'aller à l'hôpital pour aller voir une dame pendant 10 minutes pour qu'elle me dise que ça soit négatif». Genre j'en ai ras la casquette d'aller à l'hôpital tous les 5 minutes. Vas-y, de toute façon c'est négatif, ça sert à rien, j'y vais pas. Du coup, je pète un plomb, j'y vais pas, tu vois? Première fois, j'y vais pas. Du coup, il me rappelle, il me dit: «Bah madame, faut qu'on repositionne le rendez-vous et tout». J'étais: «Non mais c'est bon, enfin, c'est pas grave, je sais que c'est négatif, on s'en fiche», tu vois? «Non, non, il faut qu'on repositionne le rendez-vous, qu'on le place, nin nin». Je dis: «Bah, mettez-le quand vous voulez, je m'en fiche, machin». Donc il me le replace, donc un jour où j'ai un autre rendez-vous et le même jour, ce jour-là, en fait, l'après-midi, j'allais au bloc pour me faire enlever mon pack. Ah oui. Donc ils étaient sûrs que ce jour-là, j'allais venir au rendez-vous parce Ah que ouais. j'avais plusieurs rendez-vous importants, Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Donc il me replace le rendez-vous le matin, ensuite j'ai mon autre rendez-vous, ensuite l'après-midi, machin. J'arrive, mais genre la fille, hein, je j'arrive en retard comme jamais. Je rate le premier rendez-vous d'oncogénétique, je n'y vais pas une deuxième fois, tu vois? Donc je vais à mon deuxième rendez-vous et ils me disent: «Ah ben oui, mais du coup vous avez vu oncogénétique ce matin et tout?» Je dis: «Bah non, pas du tout, je suis pas venue à l'heure, je m'en fiche, machin». Et il me dit: «Non, non, non, il faut que vous alliez les voir quand même». Et là je commence à me dire: «Ah ouais, c'est bizarre quand même, ils insistent beaucoup trop Ouais. pour, résultat négatif», tu vois? Et donc ils me disent: «Bah, après ce rendez-vous-là, elles vont vous attendre, entre midi et 2, vous allez les voir, machin truc». Je me dis: «Ah OK». Donc là j'arrive et on me dit: «Vous êtes seule?»
J'ai dit: «Bah, j'ai mon conjoint qui est dans la salle d'attente, bah, appelez-le». Il me dit: «Ah, OK». Du coup, on y va et donc là, il me dit: «Bah, on va pas passer par 4 chemins, on a trouvé quelque chose, vous avez une mutation, génétique rare, machin». Et moi, encore avec tout ça, je tombe des nues, tu vois? Je suis là: «Mais quoi? Mais comment ça?» Enfin, et Ouais, je enfin, le comprends gars, pas, il tu vois? ouais. Et Mmh. je comprends pas et en fait, en plus c'est rare, tu vois? Donc il y a très peu de gens qui connaissent ce gène. Il a été découvert il y a très peu de temps. C'est un nouveau gène, qu'ils viennent de découvrir dans le cancer du sein jeune. Du coup, il s'appelle PALB2, PALB2 D'accord. et en termes on va dire, de conséquences, il s'apparente au RC BRCA2. 2, ouais, 2. d'accord. Donc risque augmenté du cancer du sein, avant 40 ans, et risque augmenté, des ovaires, après 50 ans Oh là là. et voilà et surveillance plus, plus, machin. Et moi, en fait, à ce moment-là, la seule chose que je pense, c'est en fait, 1°, bah, je vais pas être, sortie d'affaire, comme ça. Ouais. Deuxièmement, on me dit: «Bah, madame, va falloir envisager d'enlever le deuxième sein, parce que vous êtes en risque augmenté sur le deuxième sein également». OK, madame, va falloir enlever, les ovaires. Je suis là: «Hein? Comment ça?» Pardon? Voilà. Ah là, Ensuite, moi, ce que je vois, c'est que je vois ma fille. Je me dis: «En fait, susceptible de l'avoir transmis à ma fille», tu vois? mmh, Je vois, en fait, ils me disent: «Bah, héréditaire», donc forcément, je pense à mes parents, tu vois? Ensuite, je me dis: «Quel parent est touché? Est-ce que mes tantes sont susceptibles d'avoir ça? Est-ce que mes cousines sont susceptibles d'avoir ça?» Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, mes chocs, quand je te dis choc, c'est aussi fort que quand on m'a annoncé le cancer. ah ouais, Genre bien sûr. tout me retombe sur la tête quoi, tu vois? Et Ouais, je me dis: «Alors en fait, moi, ma pire angoisse depuis mon début de cancer, c'est d'embarquer les gens dans cette catastrophe ouais, et là, en fait, on vient de me dire que j'embarque toute ma famille au sens large, plus mes parents, plus ma fille, genre les plus importants de ma vie», tu vois? ouais. Et je me dis: «Mais comment ça? Comment ça?» Et en fait, si tu veux, je venais à peine de sortir la tête de l'eau, de la dépression, de machin, de trucs, qu'on m'annonce ça et là, je replonge. Je replonge, tu vois? Et je me dis: mais non, c'est tellement injuste et pourquoi?» Et tu vois? Et je retourne dans: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Mmh. comment je vais faire? Et ma fille et mes parents et trucs et comment je vais leur dire? Et si c'est du côté de mon père, j'ai une grande famille, ça veut dire j'ai une vingtaine de cousines et machin et imagine, ils vont devoir se faire toutes enlever les seins, ta 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 Oui, ta». c'est ça, parce qu'en fait, ça inclut que tout le monde va devoir se faire dépister, en fait, pour savoir Oui, s'ils sont potentiellement eux aussi porteurs du gène. Donc oui, forcément, tout d'un coup, tout le monde devient, enfin, tout le monde doit s'intéresser au sujet, ouais, enfin, voilà, tout le monde doit se plonger dans le cancer, quoi. c'est ça. C'est ouais, ouais. Et j'embarque tout le monde, quoi. J'ai l'impression que c'est de mon fait, même si on me dit: «Mais c'est génétique, c'est pas vous, ça vient de Oui, puis d'avant, de potentiellement, tu trucs». vas sauver quelqu'un, tu vois? C'est Aussi. ça et plein de gens me disaient: «Tu vas sauver» et moi je voyais juste, bah, ouais, mais en fait je l'aurais pas eu, j'aurais personne à sauver, tellement tout le monde continuait sa vie tranquille, tu vois? Je me Ouais, disais: «Il y a non, pour moi je vais rien sauver», enfin, tu vois? ouais, Et je ouais, comprenais pas quand on me disait: «Tu vas sauver, bah, peut-être qu'ils vont pas avoir le cancer grâce à toi». Je dis: «Ouais, mais en fait, j'aurais pas eu le gène, personne n'aurait eu le cancer». Enfin, tu vois ce ouais, que je veux ouais, dire? ouais, Pour moi, ça n'avait pas de ouais, sens ouais. et oh là là, mais ça a été horrible. Ça a été horrible, tu vois? Je me suis dit: Mais comment je vais en parler à mes parents?» Parce qu'en fait, je me dis: «Mais» en fait, en tant que parent, moi je suis parent, déjà je culpabilise pour ma fille, alors que j'y suis pour rien. Enfin, tu vois, je lui ai Bien sûr. transmis, je l'ai faite, je savais pas que j'avais ça. Donc je me dis: «Mes parents, ils m'ont transmis le gène, c'est pas de leur fait». Sauf qu'en plus, c'est même pas un gène potentiel. Moi, j'ai eu le cancer, ils m'ont vu, ils m'ont soutenu. Donc en fait, ils Ah, m'ont tu tu as potentiellement lui, ouais, ils m'ont culpabiliser. transmis le gène qui Ouais, m'a rendue malade et on va dire, j'ai vécu tout ça, tu vois? Et ils ouais. l'ont vu, tu vois? Toutes les chimios, j'étais chez eux, enfin, tu vois? Ah Et je ouais, me ouais, dis: «Mais comment eux, ils vont le vivre? Est-ce qu'ils vont pas le vivre avec une culpabilité aussi?» Enfin, ouais. waouh, waouh, je peux te dire que ça a été, ça m'a remué, c'était hyper compliqué et en fait, voilà, voilà, si tu veux, j'ai très mal vécu, ils m'ont augmenté les antidépresseurs à ce moment-là parce que vraiment c'était compliqué, tu vois? C'était compliqué. Donc voilà et Du en coup, fait, ouais, vas-y, oui. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non et après en fait, très peu de temps après, il y a eu le confinement Ouais, et entre cette période-là où j'ai eu l'annonce du gène et le confinement, il s'est passé à peu près 15 jours et pendant ces 15 jours,
c'est là où, en fait, décidé de me séparer de mon conjoint. J'ai décidé de enfin, voilà. Ah Et c'était déjà, dans ma tête depuis quelque temps et tout et en fait, là, je me suis dit: «Stop», quoi. On s'entendait plus, on n'était plus sur la même longueur d'onde et tout et en fait, si tu veux, moi, j'étais dans des trucs très essentiels, très voilà et lui me prenait la tête pour des trucs du quotidien, tu vois? Et pour moi, ça n'avait plus de sens et je me dis: «Non, en fait, stop, quoi, j'en peux plus» et sans savoir qu'on allait être confinés et du coup, bah, du mauvais timing, du coup, on a été confinés ensemble alors qu'on était séparés, tu vois? ah, Fraîchement séparés. mmh. Donc ça a été très compliqué. Ah oui, Voilà. j'imagine. Et Ouais. du coup mais du coup, par rapport à ton parcours de alors ça, c'est clair que c'est hyper dur et par rapport à ton parcours de soins, parce que c'est aussi comme, tu sais, comme le temps, il tourne et que je voudrais qu'on puisse, tout Mmh. aborder. Du coup, est-ce que, du coup, ça t'envoie vers un nouveau parcours de chirurgie? Ah bah oui, parce que là, du coup, j'hésitais à faire la reconstruction mammaire et j'étais plus ou moins en train de me dire: «Je vais pas la faire» Ah oui. et parce que j'avais réussi à accepter mes cicatrices et tout et j'avais fait beaucoup de travail pour accepter ma mastectomie parce que je m'étais dit: «J'ai envie de» en fait, je me disais, si tu veux, ou j'accepte, ou je vais aller à l'encontre de mon corps et de moi-même. Donc en fait, ça je me disais, «J'ai juste envie de vivre et j'ai envie de profiter de la vie. Donc en Ah, fait, j'ai pas envie de m'arrêter de vivre parce que je n'ai plus ouais de sein». et puis te Donc en foutre fait, un peu j'ai fait la tout paix aussi pardon? et puis te foutre un peu la paix, quoi, aussi. Ouais, c'est ça et Dire, puis «J'ai envie d'être tranquille», quoi. c'est ça, j'avais plus envie de retourner au bloc et cetera. Donc je m'étais Mmh. dit, «Basta», tu vois? Sauf que là, quand ils m'annoncent le gène, ils me disent: «Bah, le deuxième sein». Donc là, ça remet tout en question et je me dis: «Bah, il va falloir que je me fasse opérer pour enlever le deuxième sein». Si tu veux, pour moi, il y avait pas d'autre solution. J'avais tellement peur d'avoir un deuxième cancer, je me suis dit: «J'enlève». J'ai même pas réfléchi de ce que ça Ah oui, impactait d'accord. d'enlever le deuxième sein, j'ai pas réfléchi. On m'a dit: «Reconstruction immédiate», je me suis dit: «OK, j'y vais, j'enlève, c'est réglé». Du coup, il a été décidé qu'en septembre, je me faisais opérer. Donc, j'ai vu la chirurgienne pour savoir quelle méthode, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Donc, en fait, après, je me suis dit, quitte à me faire opérer, autant refaire le sein. Quitte à aller au bloc. En fait, si tu veux, je voulais pas aller au bloc pour pour faire la reconstruction parce que je voulais pas faire de l'esthétique, je voulais rien faire. Mais là, comme je faisais la mastectomie prophylactique, je me suis dit, quitte à aller au bloc, autant tout faire. Donc, on a décidé de faire une opération en septembre qui regroupait dans la même opération la mastectomie du droit, en prophylactique, la reconstruction immédiate du droit, la reconstruction du gauche Ah, elle en pouvait même tout temps. faire dans le même, Voilà OK. et donc on a décidé de faire, comme j'étais jeune et tout, ils préfèrent faire des méthodes naturelles, donc avec ton propre corps, donc on a décidé de faire le DIEP. Et donc là, ils m'ont dit: «OK». Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Je vais avoir une, abdominoplastie». Comme j'étais ronde, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Peut-être ça va m'arranger la silhouette», je sais pas quoi. Je me suis dit: «Je vais me faire 2 seins avec, ça va être réglé et on n'en parle plus», tu vois? Parce que normalement, c'est fait. Après, tu refais un petit peu de symétrisation ou Oui, quoi aux oui. caisses, mais normalement, c'est fait, tu vois? Je savais que c'était une lourde opération. En effet, ça a duré plus de 10 heures, 10-11 heures d'anesthésie générale. Ça a été hyper lourd. Et en fait, je pense que j'avais pas tout saisi non plus parce qu'en gros, je me suis réveillée, mais dans un état, j'étais fracassée, quoi, tu vois? 11 heures d'anesthésie générale. En gros, j'avais 5 drains. Oh la vache. Donc, j'avais fait la prophylactique, j'ai refait les 2 seins, des cicatrices, donc des 2 côtés, plus, l'abdominoplastie, donc ils t'ont tiré le ventre, voilà, donc c'était très, 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 voilà, compliqué. Ils m'ont déplacé le nombril du coup, vu qu'ils ont tiré le ventre, donc ils m'ont déplacé le nombril et l'ont replacé, donc ça aussi c'était une cicatrice, plus la grande cicatrice du ventre, tu vois? Qui fait tout le long, c'est pas, une petite cicatrice, machin. C'est vraiment tu coupé en 2 quoi, au niveau de au-dessus du pubis, quoi. Mmh. Et en fait, je me réveille dans un état catastrophique parce que je peux plus marcher, je peux plus rien faire, mes bras, rien et voilà. Bon, je me dis: «OK, c'est fait, j'ai 2 seins à nouveau, waouh, OK». Sauf qu'en fait, j'ai eu des complications la nuit et la chirurgienne revient en urgence pendant la nuit et décide d'opérer le lendemain matin à 6 heures du mat. Donc je suis à peine sortie du bloc, j'ai dormi quelques heures, je retourne au bloc parce qu'il y a une complication sur le droit. OK, ils essayent de refaire le truc et tout. Ils me laissent, toute l'après-midi en salle de réveil parce qu'ils me surveillent, constamment et à 16 heures, ils reviennent me voir, ils me disent: «Ça a pas fonctionné». Je dis: «Comment ça, ça a pas fonctionné?» «Bah, c'est pas vascularisé, le droit il a pas pris», je dis: «Mais le droit il allait bien».
Ils m'ont dit: «Oui, bah, maintenant, il va pas bien». Et j'ai dit: «Qu'est-ce que vous me proposez?» «Bah, il va falloir le vider pour pas que ça gangrène, quoi». Je dis: «Mais vous allez m'enlever mon sein droit?» Ils m'ont dit: «Oui». Ah Et là j'étais là. là: «Non, mais c'est pas possible, quoi». Du coup, le surlendemain, le mercredi, parce que je me suis opérée le lundi, mardi, donc le mercredi, je retourne au bloc et je me fais enlever, enfin vider le sein droit, quoi. Et là, en gros, je me dis: «J'ai échangé de sein». Genre ça n'existe pas. Je suis rentrée, je n'avais pas de sein gauche. Je ressors, je n'ai pas de sein droit, en fait, ça n'a pas de sens, tu vois? Je me disais: «Ça n'a pas de sens» et je comprenais pas et en fait, je me suis dit: «Mais moi, je suis venue pour faire une reconstruction, pas pour faire une mastectomie surprise», tu vois? Et Non, je me dis: «Mais pardon, ça non, n'a mais pas de attends, sens». pour ceux qui écoutent, vous m'entendez rire, mais c'est parce qu'en fait, je vois sa tête aussi, elle est dans la désillusion, donc c'est pour ça. Mais oui, parce que Oui, c'était oui, tellement, c'est absurde en ouais, fait. c'est ça, voilà, c'était absurde, c'est exactement ça, je me disais: «Mais ça n'a aucun sens» et mais voilà, enfin franchement, j'étais autant physiquement, ça a été hyper compliqué, autant Ouais, psychologiquement, ça a été mais dévastateur, quoi. Je me suis dit: ouais. «Tu viens de faire une reconstruction et en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu une destruction». Enfin, je sais pas comment te dire, mais Ouais. je me suis dit: «Mais c'est» enfin et hem et en fait, c'était hyper douloureux, déjà et en plus, je me disais pour un résultat, catastrophique, quoi. Parce que mon sein droit, ils m'ont gardé la peau et l'extérieur mais tout, ce que j'appelle chiffonné, parce qu'en fait, toute la peau était collée, telle une boule de papier qu'on aurait tu vois? Fait une boule comme ça là et voilà. Mais quand je te dis tellement que c'était collé, je n'étais même pas sûre qu'il m'ait gardé le mamelon de téton, parce que je ne le retrouvais pas dans l'amas de peau collée. Imagine-toi l'image, tu vois? Et je me dis: «Vous êtes sûre que vous l'avez gardé?» «Oui, oui, vous inquiétez pas madame» et tout. J'étais là: «Mais j'ai pété un plomb». En fait, au bout de la 3e opération, j'ai pété un plomb. J'ai dit: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez avec mon corps, vous faites, enfin» ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens et tu te dis: «Mais en fait, Et c'était quoi tu» l'étape? Qu'est-ce qu'ils te proposaient après du coup? alors déjà sur le moment, ils te proposaient rien parce qu'ils disaient, «On préfère le vider parce qu'on a peur que voilà, qu'il y ait des choses qui se passent et tout» et ils me disaient: «Bah, on va réopérer dans plusieurs mois, il faut que les corps ils récupèrent et tout et on va voir ce qu'on peut faire». Ou on fait, un lipofilling, je sais pas quoi, ou on met une prothèse, ou on met, j'ai dit: «Vous pouvez pas mettre la prothèse maintenant». Ils m'ont dit: «Non, on a trop peur que ça nécrose, que machin» Mmh. et bref et du coup, je suis restée 8 jours à l'hôpital pour essayer de me remettre de ça. Mais en vrai, enfin, faut savoir l'état dans lequel j'étais. Déjà, j'étais détruite psychologiquement avec tout ce que je venais de vivre, le cancer, les Ah bah, trucs, les chimios, le gène, le c'est un machin. parcours, mon Mais Dieu. tu te dis: «Mais en fait, à combien de fois tu vas te relever?» Enfin, le moment où soi-disant ça allait aller mieux, au moment où genre tu allais faire une reconstruction, bah, il y a tout qui s'effondre une nouvelle fois, tu vois? Et encore pire, c'était horrible. Mon corps, j'arrivais pas à le voir, c'était horrible. Ah Je bah, oui. venais de me rajouter, Et puis en fait, 4 oui, puis finalement, est-ce que c'est pas pire de voir ton sein comme ça vidé qu'une cicatrice? Pour toi, bah, psychologiquement? ouais, bah, je pense qu'en plus j'étais pas prête, c'était pas ce qui était prévu. Et en fait, là, après cette opération-là, si tu veux, déjà, il faut savoir que je marchais pas parce que Ouais. pendant 4 jours et 4 à 5 jours, je suis restée alitée. Bah oui. Donc je m'étais pas mise debout parce que je me faisais opérer, je revenais, machin. Je pouvais plus lever mes bras. Enfin, imagine-toi, je peux plus utiliser aucun de mes membres quasiment. Mmh. Quand je me suis réveillée de ces opérations-là, je pouvais bouger mes doigts et mon cou, tu Peut-être. vois? Ouais. Le corps ne bougeait plus. J'avais les drains de partout, j'avais des tuyaux, des fils, une trentaine de fils qui sortaient de partout, enfin et je me tape pour en revenir au sujet, je me tape 5 cicatrices de plus d'un coup, pour un résultat que je trouve horrible et Ouais. dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, excuse-moi bien du sûr. terme, mais Non, non, mais mais oui, je oui. me dis, en fait, j'ai vécu tout ça, je me suis infligé tout ça. Pourquoi, en fait? Oui, c'est Pourquoi? Pour ça. que ça soit moche, pour que j'ai mal, pour que je me tape des cicatrices, mais énormes, tu vois? Et là, voilà, je vais chez mes parents parce qu'une fois de plus, je peux pas m'occuper de ma fille. Je suis alitée pendant des semaines et psychologiquement, je suis au bout de ma vie. J'ai mal, je suis incontinente, je peux pas me relever, enfin, je peux rien faire. Je marche, recourbée pendant 2 mois, je porte une garde, enfin voilà. Je suis pas capable de voir mes cicatrices parce que je les trouve, voilà, disgracieuses, horribles, machin, tout ce que tu veux. Retard de cicatrisation parce que voilà, quand tu accompagnes pas ton corps non plus et que Bah tu ouais. rejettes ce que tu es en train de vivre, bah, forcément, voilà. Du coup, enfin mais ça part dans tous les sens, quoi. Je me dis: «Mais en fait, à quel point on va m'éprouver? À quel point, enfin, c'est quand que ça s'arrête, quoi? Genre, j'ai peut-être assez donné dans cette vie. Laissez-moi tranquille», tu vois ce que je veux dire? Genre Ah ouais. c'est ça, c'était horrible. Je passe des nuits à hurler dans mon oreiller
dépit, de colère, d'incompréhension, enfin, voilà, quoi. Et puis voilà, puis tu connais la rage de kiffer et je me dis: «Bah, il va falloir se remettre debout. Peu importe ce qui t'arrive, va falloir retrouver de la force. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas, mais il va falloir retrouver», tu vois? Et voilà et un jour après l'autre, quoi, tu vois? On va chez le kiné, on essaie de se remettre debout pour la petite, on essaye de se remettre debout pour tout, quoi, pour l'envie de vivre, l'envie de continuer, quoi, enfin, voilà, quoi. Ouais. C'est un sacré parcours, hein, parce que tu m'avais Ouais. résumé par message, mais waouh! Ouais, non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou Et 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 en fait, c'est ça qui ouais et c'est alors attends et l'accumulation qui est dure, quoi. tu t'es fait opérer à la rentrée 2020, donc Ouais. et après du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour ton sein droit du coup? Alors pour mon sein droit, j'ai demandé qu'on me fasse la reconstruction. Et après tout ça, tu vois? On m'a dit: «On vous a mis en liste d'attente madame». J'ai dit: «OK et donc?» «Bah, vous êtes repartis en bas de la liste, quoi, vu que vous venez de vous faire opérer». Je lui dis: «Bah, il est hors de question» et là, en fait, j'étais éprouvée comme jamais et j'ai dû Te me battre. me battre pour qu'on me remette en haut de la liste, me battre. J'ai dit: «Mais en fait, c'est inadmissible. J'ai été ratée, vous pouvez pas me laisser comme ça, enfin, ni physiquement ni psychologiquement, c'est tolérable. Donc vous m'avez dit que vous allez m'opérer. Dans 4 à 6 mois, ça fait 6 mois, il faut m'opérer, en fait. Genre, je vais pas, rester comme ça, plus longtemps et tout. Il y a pas de place, il y a pas de place, faut attendre». J'ai appelé toutes les semaines, il y a pas de place. J'ai pété les plombs, j'ai dit: «Mais en fait, là, il faut trouver une place». Donc j'ai dit: «Bah, je vais envoyer un mail à la direction de l'hôpital, comment on va faire?» Tu vois? Et bref, et tu commences à faire des trucs. Bah, je peux te dire que j'ai fait le mail, ils m'ont appelé le jour même pour me dire: «Il y a une place dans 15 jours», tu vois? J'étais là: «Bon, bah, on est obligé d'en passer par là». Enfin, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. Bref, du coup, ils m'opèrent, ils me disent: «Qu'est-ce que vous voulez?» Je dis: «Faites-moi au mieux, au plus vite, moi j'en peux plus», tu vois? Donc ils m'ont dit: «On vous met une prothèse». OK. On met une prothèse avec un lipofilling et cetera. Pareil, tu sors de l'hôpital, tu as mal. Le lipofilling, c'est une liposuction et ça fait mal. Ne pas négliger, parce que malgré ce que la société et les jeunes vous disent, ça fait mal, ça fait des énormes hématomes, c'est douloureux, c'est pas facile. Bref, du coup, je fais ça, je me dis: «OK, j'ai 2 seins». J'étais pas très satisfaite esthétiquement, mais bon, je me dis: «J'avance» et en gros, ce qui se passe, c'est que 6 mois après, je dois me refaire opérer pour la symétrisation. Elle me dit, mon chirurgien me dit: «Je quitte l'hôpital, vous repassez en liste d'attente». Donc je devais me faire opérer quelques mois après. Je repasse en liste d'attente, 1 an, 18 mois d'attente et voilà et j'en peux plus, quoi. Et entre-temps, j'ai mal à mon sein et je me dis: «Il y a quelque chose qui se passe», encore avec le droit et je vais voir 4 chirurgiens sur Paris et c'est le quatrième, au bout du quatrième, qui va me trouver ce que j'ai et qui va me dire: «Madame, vous avez très probablement une coque qui s'est formée autour de votre prothèse, une coque, stade 3 C'est quoi sur une coque? 4». Une coque, c'est en fait, c'est un, comment t'expliquer? C'est comme un truc, enfin, c'est ton corps qui produit, comme si tu sais quand tu fais une croûte un peu quand tu as une blessure et tout. En Ouais. fait, là, c'est une réaction à un produit, Un corps un objet étranger? extérieur ou un corps Ouais. étranger, voilà et du coup, ça se forme autour et du coup, ça fait, vraiment, concrètement une coque, un truc dur entre, ta prothèse et ta peau, quoi, tu vois? À l'intérieur, ça te fait, un truc qui se des voilà Mais du coup, et c'est un ça cancer? comment? C'est un cancer du coup? Non, c'est pas un cancer, c'est juste, je sais pas comment expliquer. Non, parce Un qu'il te truc que dit tu 4 dois fois sur 4. enlever. En fait, c'est une coque, ça peut s par exemple, quand elle est fine, ça se Mmh mh. casse et en fait, c'est des amas de cellules, de machin qui se mettent, tu vois? D'accord, Du coup, d'accord. ça se casse, ça s'évacue, il y a pas de problème. Mais si, par exemple, tu peux pas la casser parce qu'elle est trop avancée et qu'elle est trop épaisse, du coup, tu dois faire une chirurgie pour l'enlever, Ah d'accord. tu vois? Mais c'est pas un cancer ni rien, c'est rien de tout ça. Mais en tout cas, c'est un truc que chirurgicalement, tu dois, faire, quoi. Parce Mmh. qu'en fait, ça devient dur, ça devient douloureux et moi, en fait, D'accord, ça me faisait mal au sein, j'avais le sein, c'était une pierre, en fait. d'accord. C'était une pierre, genre tu pouvais pas mettre, tu vois, ton doigt dessus, ça s'enfonçait pas, c'était vraiment une pierre dure, quoi Ah ouais, et ça me faisait super mal parce que bah, c'était lourd. Du coup, ouais. ça me déséquilibrait, ça me tirait le dos et cetera. Bref et du coup, j'ai dû passer dans le privé pour me faire opérer parce qu'en fait, il y avait plus personne qui voulait m'opérer dans le public en me disant: «Bah, vous êtes déjà reconstruite, estimez-vous heureuse». J'ai dit: «Mais j'ai mal». «Oui, mais non, mais trucs» et voilà, j'ai dû passer dans le privé parce qu'il y avait plus de solution, en fait.
Il y avait plus de solution et du coup, voilà, donc c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué et là, tu vois, je me dis que 3 ans après, je me suis fait réopérer en 2022, début 2022 pour changer ma prothèse, parce qu'il y avait beaucoup de complications sur la prothèse alors que ça faisait moins d'un an que je l'avais et que j'étais censée la garder 10 ans et j'ai dû recommencer mon sein droit une énième fois, tu vois? Donc en Ouais. fait, moi maintenant, je considère que dans mon parcours du cancer du sein, j'ai eu 4 mastectomies. Ah ouais, bah Donc ouais. déjà pour une personne qui a que 2 seins de base, c'est déjà beaucoup. Alors 4, c'est énorme parce que j'ai enlevé le gauche, ensuite j'ai enlevé le droit, donc j'ai enlevé le droit une fois, ensuite j'ai eu la reconstruction par lambeau que j'ai dû enlever, donc pour moi c'est une deuxième mastectomie, plus j'ai eu une prothèse que j'ai dû enlever, donc c'est une troisième mastectomie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai eu 4 mastectomies, ça n'a aucun sens, tu vois? Et C'est voilà et donc maintenant, 3 ans après, 4 mastectomies, 7 cicatrices. Du coup, j'ai cicatrice, du PAC, donc on met le boîtier qu'on met pour les ouais, chimios. ouais. J'ai cicatrice, sur le sein droit, du coup, j'ai une cicatrice en dessous, j'ai une cicatrice au niveau de l'aréole et j'ai une cicatrice au-dessus pour faire tenir la prothèse, donc ça m'en fait 3. Sur le gauche, du coup, la mastectomie plus la reconstruction, plus le nombril qui a été déplacé, qui a été replacé et plus le ventre qui est tout le long, quoi. Donc tout ça, je me dis en 3 ans et après je me dis: «Bah, comment tu vis avec tout ça? Avec tout ce corps qui a changé tant de fois?» Parce que je me dis avec la chimio et tout, j'ai changé de tête, parce que j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils et tout. Ça repousse, c'est court, c'est en l'air, c'est bouclé, c'est machin, c'est tout un truc, tu dois te enfin, ton aspect physique, c'est très compliqué à le voilà. Plus moi, j'ai eu tous ces changements au niveau du corps, en plus, un sein, pas de sein, l'autre côté, le truc, et du coup, voilà, c'est toute mon histoire avec mes cicatrices, c'est compliqué. Et puis il y a des cicatrices que tu acceptes plus ou moins selon d'où elles viennent. Ça a beaucoup d'impact ça aussi, tu vois? Je sais que les cicatrices qui viennent du cancer, par exemple sur le sein gauche, j'ai toujours eu j'ai toujours plus ou moins facilement accepté parce que ça venait de la maladie, parce que c'était obligatoire, parce qu'il fallait le faire et tout. Mais ceux, par exemple, celle du ventre, bon déjà elle est grosse et disgracieuse, mais en plus de ça, elle était pas nécessaire. C'est un choix que j'étais censée faire, de le faire ou pas le faire. C'est une reconstruction que j'ai choisie et que du coup, j'ai plus de mal à accepter parce que je me dis: «En fait, ça était pas nécessaire. Si j'avais refusé ça, j'aurais pu ne pas avoir ça». Enfin, tu vois? Mmh Tout ça, mh. c'est très compliqué à voilà, et c'est vrai que le droit aussi, ça a été compliqué parce que je pense que psychologiquement, je m'étais pas rendu compte de tout ce qui se passait au niveau du droit, que c'était une vraie mastectomie, que je perdais mon deuxième sein, que je perdais ma capacité à allaiter, que je perdais plein, plein de choses. Ça a mis du temps, ça a mis du temps et je pense que c'est aussi pour ça que peut-être il y a eu tout ce qu'il y a eu, tu vois? Mmh. Je sais pas. Oh là là, quel parcours, vraiment, quand il Ouais, dit son super héroïne, je pense que là, merci, c'est ah gentil. là, on y est Mais vraiment, hein. oui, C'est c'est un peu long, mais c'est vrai que mon histoire est un super peu héroïne, compliquée. ah non, non, mais c'est pas une question de longueur, c'est aussi pour que tu sais, pour déjà parce que je pense que tout témoignage mérite d'être posé et d'être écouté. C'est juste pour que tout le monde aille au bout. Et du coup, là, quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Tu as ton projet, d'ailleurs, tu as un projet, que tu étais en train de créer. D'ailleurs, je t'ai pas demandé par rapport au boulot parce que du coup, tu as fait comment? Tu as dû démissionner de ton travail? Je t'ai pas demandé Non, ce que tu as fait. alors en fait, j'étais arrêtée pendant plus de 2 ans. Mmh. Et ensuite, je me suis à peu près remise, de mes opérations. J'ai repris le travail l'année dernière pendant à peu près 9 mois. J'ai travaillé à mi-temps. Après, il faut savoir que j'ai un travail qui est assez physique et psychologique parce que je travaille auprès d'enfants handicapés et tout ça. Oui, tu Donc demandé si tu ça donc regardes ce c'était que ass tu faisais. Ouais. ouais, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai travaillé pendant 9 mois et après je me suis arrêtée parce que comme je disais avec la coque et tout, j'avais beaucoup de douleurs et beaucoup de fatigue aussi parce que c'était un peu compliqué pour moi. Donc j'ai préféré m'arrêter, pour me faire opérer et là, pour l'instant, j'ai pas encore repris parce que si tu veux enfin là, pour l'instant, je commence enfin, après 3 ans de cancer et de reconstruction et tout, je commence un peu à souffler. D'accord. Enfin. En fait, je me dis: «Enfin, je commence à souffler», donc enfin, je commence à digérer les choses et cetera. Donc j'ai besoin de ce temps pour moi en termes, de santé physique et psychologique Mmh. pour me remettre et pour digérer tout ça et gérer, Ouais et reprendre à tout 100 tout tout. et pas à 80 Ouais, et te dire en fait, 20 qui peuvent me faire basculer de nouveau, quoi. bah, après je pense que tu vois le cancer et tout ça, ça reste ancré, les séquelles elles sont encore là, il y a beaucoup de choses qui Bien se sûr. sont passées et tout ça.
Et en fait, c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est pas parce qu'on est sorti des traitements lourds que ça y est, c'est pas parce qu'on a fini la reconstruction plus ou moins, parce que c'est pas trop mon cas encore, mais que ça y est, et du coup, il y a encore pas mal de choses qui jouent. Donc, Ouais. je me suis dit: «Bon, on prend le temps aussi de se recentrer après tout ça». Non, ouais, c'est hyper important. Tu as Ouais, raison, tu raison et c'est tellement, précieux ton témoignage, au-delà de tout ce par quoi tu es passé, c'est de bien rappeler que c'est pas parce qu'il y a eu, un coup de scalpel qu'en fait c'est fini. En fait, c'est que le début ouais, et ouais, heu et ça, on oublie et c'est vrai ouais. que dans le parcours de soins, justement, c'est bien que tu aies reparlé des effets secondaires aussi de la chimio et cetera parce Mmh, que souvent c'est pas si connu que ça. Tu as un ouais. parcours dingue et alors est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes qui vivraient un Mmh, parcours un peu similaire au tien, quelle que soit l'étape en fait, hein, du parcours que mmh. tu as pu, vivre? Est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, alors déjà, je voudrais dire à celles qui sont en traitement et tout ça, je vais leur dire que, j'aime bien cette citation qui dit, «Ce n'est pas facile, mais c'est possible». Donc ça, je trouve que c'est important parce que je vais pas banaliser ce que les gens sont en train de vivre parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Ça coûte énormément, mais c'est possible. Donc il faut garder espoir et il faut continuer d'avancer. Ça, c'est le plus important. Bien s'entourer de gens positifs et soutenants parce que malgré les gens qui sont dans notre entourage, il y a toujours des gens qui vont être plus ou moins toxiques, qui vont plus ou moins ramener les choses à eux-mêmes et cetera. Donc ça, faut pas, même si c'est difficile, hein, je dis pas, faut pas hésiter à s'en éloigner parce que c'est important d'être bien entouré. Mmh. Et en tout cas pour, ce qui concerne les cicatrices, moi ce que je voudrais dire aux femmes, alors déjà premièrement, pour les femmes qui sont malades, peu importe leur maladie, on a souvent tendance à avoir l'impression d'être trahi par notre propre corps. Mmh mh. Et ça, on a l'impression: «Ah oui, mon corps m'a trahi, j'ai eu une maladie» et cetera. Et moi, en fait, ce que je veux dire, c'est, ce que j'ai compris avec le temps, hein, je dis bien ça prend du temps et tout ça, la réflexion, c'est qu'en fait, votre corps ne nous a pas trahis et qu'en fait, il faut pas se tromper d'ennemi. Votre corps n'est pas votre ennemi, la Exactement, maladie l'est, exactement. ça oui, c'est un ennemi, mais pas votre corps. Votre corps, c'est votre allié, c'est lui qui est là et qui se bat avec vous et en fait, c'est votre meilleur soldat et donc entre votre mental et votre corps, vous faites une vraie, comment dire? Une équipe Ah! Je t'ai et donc perdu? ça, c'est important de garder en tête que votre corps n'est pas votre ennemi et au contraire, c'est votre allié. Donc voilà et pour les cicatrices, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les cicatrices, c'est difficile à accepter, mais que le travail d'acceptation, moi, ce qui m'a aidée, c'est de me dire: «En fait, c'est mon corps et j'ai pas le choix d'accepter ou non ce corps». Donc en fait, le seul choix, c'est ou j'accepte pas et en fait, je me suis dit: «Ou je l'accepte pas, je vais à l'encontre de l'image que j'ai de mon corps, de et des possibilités que j'ai avec mon corps et je m'empêche». Bah, genre, j'ai un seul sein, je m'empêche d'aller à la piscine, je m'empêche d'aller à la plage, je m'empêche de m'habiller, je m'empêche de plein de choses et en fait, je me suis dit: «J'ai pas envie de vivre avec des complexes, j'ai pas envie de vivre avec des limites». Donc en fait, juste, si j'accepte mon corps, je pourrais faire tout ce que je veux dans ma vie Mmh. et ça, en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit: «J'ai qu'un seul corps, donc j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de le respecter, j'ai envie de le célébrer parce qu'il m'a permis de rester debout, il sait combien de fois il s'est remis debout, enfin, avec tout ce que j'ai vécu, combien de fois?» Et Ah je me oui. dis: «En fait, peu importe les cicatrices, c'est juste les marques de tout ce que j'ai vaincu, de tout ce qui a voulu essayer de me faire des choses et puis moi, je les ai voilà, je suis allée au-delà de tout ça. Donc en fait, maintenant, j'ai plus de complexe vis-à-vis de mes cicatrices. Au contraire, j'en suis fière et voilà, c'est ce que j'aimerais dire, à toutes les femmes qui vivent des choses comme les miennes ou autres, parce qu'on se reconnaît dans nos parcours de vie, quoi. Bien sûr. Mmh. D'accord. Bah, écoute, vraiment merci. Je suis très, très touchée, très honorée de ta confiance et puis, je suis aussi très émue bah, voilà, d'écouter ton parcours et et que chaque fois que j'échange, bah, tu vois, avec vous pour le podcast ou un message privé, tu découvres encore des parcours encore différents et tu te dis: «Oh, Mmh. elle est toujours debout et elle Ouais, sourit et elle est là et elle partage» ouais, tu fais aussi beaucoup de choses sur les réseaux aussi pour faire de la prévention ouais, alors que tu es toi-même pas forcément toujours très bien. Hem ouais. et vraiment merci pour cette confiance et merci pour toutes les femmes aussi que ça va aider, d'entendre ton témoignage et hem
Bah, faut qu'on se voit parce que moi, je suis en Île-de-France aussi. Ah bah, avec grand plaisir, quand tu veux Audrey, hein, avec grand plaisir et puis Ouais. vraiment merci de m'avoir donné la parole parce que, bah, j'espère que ça pourra aider ou en tout cas donner un peu de courage et voilà et oui, en effet, je suis sur les réseaux depuis pas très longtemps, un peu plus d'1 an et j'essaie de donner un peu tout ça, du positif aux femmes, du soutien pour celles qui ont besoin et voilà, ne pas hésiter à venir, me parler, en message et tout ça, je réponds et je suis disponible et voilà. Ouais Donc et je mettrai bien ton compte, dans les ressources pour que les femmes puissent venir ouais, échanger avec toi, te poser avec des questions. plaisir. Ouais, Mmh. mais ouais, en tout cas, moi, je te souhaite plein de bonnes choses et aussi pour ton Merci. projet, on en a pas forcément parlé, mais et voilà et pour l'avenir et de pouvoir, quand tu es prête, reprendre le boulot si c'est celui-là qui Mmh. te plaît et dans lequel, tu te Oui, sens bien et puis ouais, plein de belles choses et que tout ça soit derrière toi, en tout cas, merci. sacrée guerrière et j'espère que ça t'aura aussi fait du bien, de Ouais, tout ça. oui. Oui, 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 ça me fait du bien et je pense que, tu vois, avec le en fait, quand on pose le témoignage comme ça nous permet de voir tout ce qu'on a parcouru, tout le chemin parcouru, tu vois? Et je mais moi, toi même moi, je me dis: «Waouh, j'ai vécu tout ça et je suis là et je souris, j'ai envie de profiter, je voyage, je fais plein de choses malgré tout, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les séquelles» et je me dis: «Ça, c'est important», tu vois? Ouais. Donc merci pour ça. Merci beaucoup et c'était un très beau moment d'échange et de partage. Ah, merci à toi. Merci. Bah, alors on va clore le podcast. On remercie tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Ouais. d'avoir écouté ce témoignage Camilla si fort, et puis, bah, on vous dit, à très bientôt et surtout n'hésitez pas à la contacter, à aller la voir et surtout à aller lui envoyer plein de force. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.